Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue. Bonsoir Cécile, bonsoir Élise, bonsoir Laurence, bonsoir Jeanne. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bienvenue à l'atelier Pourquoi et comment monter votre projet éducatif en nature. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Bravo aux courageuses, aux courageux du vendredi soir. Bonsoir Anne-Charlotte, bonsoir tout le monde. Entrez, entrez. Bonsoir Daniela. Merci d'être là. On va attendre quelques toutes petites minutes pour démarrer. Je vois encore du monde en salle d'attente. Ça arrive, ça se bouscule un petit peu au portillon. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Installez-vous, on ne va pas tarder à démarrer. Comme d'habitude, j'insiste, ayez de quoi prendre des notes. Vous allez voir, ça va être assez intensif. On va essayer de tenir les temps. Je ne voudrais pas vous garder plus d'une heure, une demi-heure, ça sera un peu court, 1h30, 2 heures. Mais ça va être très intensif. Donc, prenez de quoi noter, prenez de quoi vous désaltérer, de quoi grignoter si vous avez une petite faim. Installez-vous et rejoignez-nous. Coupez, s'il vous plaît, les sources de distraction qui vont consommer votre bande passante. S'il vous plaît, ayez à cœur de bien vouloir éteindre vos caméras, s'il vous plaît. Bonsoir Jeanne, bonsoir Kat. Bienvenue, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il y a du monde qui arrive encore. Il y aura un replay, effectivement, dans les jours qui viennent, il vous sera envoyé, mais c'est tellement plus convivial de rester ensemble ce soir. Bonsoir à tout le monde. Si vous avez des questions au cours de ce petit atelier, n'hésitez surtout pas à les poser. J'y répondrai dans le cours de l'atelier. Et sinon, vous savez que vous pouvez poser toutes vos questions sous l'événement créé sur la page Facebook Éduquer par la nature. N'hésitez pas à alimenter le cours des discussions. Beaucoup de monde passe. Il y a beaucoup de participants, donc n'hésitez pas à partager votre projet, ce qui vous anime, sur la page Facebook de notre atelier Éduquer par la nature. Alors, je suis extrêmement heureuse de faire cet atelier avec vous. Il y en a pas mal qui étaient là la dernière fois. Alors, c'est ma première question. Qui parmi vous était là lundi soir? On a traîné en longueur, on a répondu à beaucoup de choses. Qui pourra me dire qui était là? Anne-Charlotte est la première, bravo. Elisa aussi, vous étiez présente. N'hésitez pas, Jeanne également. On était environ 80 la dernière fois, mais ce n'était pas un vendredi soir. Donc, bravo les courageuses, les courageux qui nous rejoignent en ce vendredi soir, fin de semaine. Marie-Rose aussi était là, Laurence aussi. Superbe. Et qui arrive ici pour la première fois, qui arrive en cours de route dans ce deuxième atelier? Faites-nous signe, dites-nous bonjour. Dites-nous coucou, Cécile était là la dernière fois, qui arrive tout juste pour ce deuxième atelier. Ok, il y a quand même des nouveaux, des nouvelles. N'hésitez pas à nous faire un petit signe dans la discussion. Vous savez que vous pouvez consulter cette discussion tout au long de l'atelier. Nous allons démarrer d'ici une petite minute. En attendant, je vais vous rappeler, comme d'habitude, quelques points pour les nouvelles et nouveaux, pour qu'on se remette tous dans le bain. Alors, premièrement, encore une fois, un message de bienvenue. Vous êtes des pionniers, des pionnières, je le dis à chaque fois, mais c'est important de se le redire. On ne se fait pas assez encourager, on ne se jette pas assez de fleurs, mais je le fais pour vous. Vous êtes des pionniers, pionnières de l'éducation par la nature. En effet, c'est une démarche qui est récente.
vous allez vivre des moments déterminants, que vous ayez à peine commencé ou que vous alliez commencer un projet dit d'éducation, de pédagogie par la nature, de classe dehors, de crèche dehors. Vous êtes des guides, vous amenez des enfants à réaliser un besoin fondamental qui est celui d'être dehors. Donc, un très grand merci, un très grand bravo d'être avec nous ce soir. On va aller dans des considérations pragmatiques aujourd'hui. On va faire suite aux nombreuses questions qu'on s'est posées la dernière fois. On va avancer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? On va démarrer. Mais avant ça, n'oubliez pas de noter, parce que vous le savez, on en a parlé la dernière fois, on se souvient toujours très bien de cette petite chanson ricorée des années 80 ou 70 même, qui nous trotte dans la tête. Et puis des fois, on oublie les bonnes idées qu'on a pu avoir la veille parce qu'on n'a pas noté. Donc, je vais vous demander aujourd'hui encore d'être très liste, to-do list, de noter ce que vous avez envie de travailler, envie de reprendre, toutes les bonnes idées, allez-y, notez-les. Alors, est-ce qu'il y a des personnes également qui nous rejoignent après avoir regardé le replay? Qui parmi vous a pu avoir accès à la rediffusion? Est-ce qu'il y en a qui ont pu la regarder? On a été près de 400 à la revoir, donc ça fait vraiment très plaisir de voir que d'autres nous ont rejoints même à distance et en décalé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pu regarder le replay? Répondez-moi, ça va me permettre d'ajuster un petit peu tout ce que j'ai à vous dire, de voir si vous avez vu ce dont on a parlé la dernière fois. N'hésitez pas, Nelly, oui, était en live la dernière fois. Est-ce qu'il y a des nouveaux, des nouvelles qui nous rejoignent, qui n'ont pas tout suivi la dernière fois? N'hésitez pas à réagir dans le chat. Oui, il y a une rediffusion de la dernière fois. Vous aurez un lien qui va vous être envoyé. Cet atelier aussi sera disponible en rediffusion. Le lien va vous être envoyé dans les jours qui viennent. Alors, pour démarrer et être le plus productif possible, je vous ai dit, ça va être très intensif. On va avoir beaucoup de choses à voir. Un projet comme celui-là, quel qu'il soit, quelle que soit votre situation, l'envie qui vous anime ce soir, qui fait que ce soir vous êtes là, alors que vous pourriez être en train de faire 1000 autres choses sur YouTube ou aller boire un verre en terrasse parce que c'est quand même un petit peu la fête, le printemps arrive. On peut se retrouver dans des lieux de convivialité. Vous auriez pu être ailleurs ce soir, mais vous êtes ici. On est ici pour travailler sur le projet qui vous anime, que vous avez peut-être démarré, et sinon, auquel on va donner un petit coup de boost ce soir. Si vous êtes là, vous serez d'accord avec moi, on va y être à 200%. C'est pour ça que je vais vous demander de couper les sources de distraction. Mettez si possible vos enfants en mode avion, mettez vos chats, mettez votre poisson rouge, mettez votre mari en mode avion. Tout ça pour être tranquille, ce moment-là, il est pour vous, pour votre projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de mettre toute la maison en mode avion, porte fermée, concentré sur la suite que nous allons voir ensemble? Qui va me répondre en premier un grand oui, si vous êtes d'accord avec le fait de vous dédier à 200% à ce premier pas dans votre projet éducatif en nature? C'est parti, qui va gagner? Alors, on retrouve Marie-Rose, on retrouve Chantal, Laurence avec un grand oui. Même les invités de Kémir sont en mode avion, c'est parfait. Vous pouvez les inviter à se lancer également, c'est souvent un projet collectif. Mais ne vous inquiétez pas, il sera toujours temps d'aller boire un verre juste après. Oui, me dit Audrey, Anne-Charlotte aussi, c'est superbe. C'est votre enthousiasme qui nous anime et qui me fait un plaisir fou d'être avec vous ce soir. Alors, nous sommes partis, nous sommes quasiment une trentaine de courageux du vendredi soir. C'est parti, commençons ensemble cet atelier, ce deuxième atelier, pourquoi et comment monter votre projet éducatif en nature en 2022. Alors, dans cet atelier d'aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y en a eu un déjà et qu'il y en aura un autre dans une date que je vais vous annoncer à la fin. Dans cet atelier, nous faisons suite à ce que nous avons vu lundi. Lundi, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je vous ai montré comment je n'ai pas
monter ma propre école forêt en moins de 3 mois. Je vous ai listé les difficultés que j'ai rencontrées. Vous vous êtes reconnus dans certaines d'entre elles, mais nous avons également visionné les réussites de 4 femmes absolument superbes, 4 pionnières de l'école du dehors qui suivent actuellement le programme de formation de l'école du dehors avec moi, qui ont réalisé leur projet éducatif en nature rapidement, efficacement. Je sais qu'il y en a également qui sont là ce soir avec nous. Bravo, merci d'être là. Ça nous a rassurés, on a vu leurs difficultés, on a vu aussi comment elles y sont arrivées et ça nous enrichit, ça vous donne des pistes pour la suite. On a vu également pourquoi 2022 était de tout intérêt en tant que date pour commencer à se lancer dans un projet d'éducation par la nature, un projet d'école dehors ou autre. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais on est dans un... Vous pourrez aller voir le replay si vous voulez revoir toutes les bonnes raisons pour se lancer aujourd'hui et pas dans 5 ans et pas demain. L'une des raisons, c'est évidemment que le moment est porteur, il y a une grande vague de demandes, une reconnaissance du besoin de l'enfant et de nos besoins d'être dehors en nature, évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de bonnes raisons pour se lancer aujourd'hui. Nous avons vu également très brièvement, et j'annonçais la chose, les 5 étapes clés qui suffisent pour passer du rêve à la réalité, très schématiquement. Et ces étapes clés, c'est celles que nous allons détailler aujourd'hui, celles qui vont vous permettre de vous montrer comment vous aussi, vous pouvez mettre en place votre projet éducatif en nature en quelques mois, et j'insiste, quel que soit votre projet. Ne me dites pas, oui, c'est bien, mais moi, je ne suis pas concernée parce que mon cas est unique. Je vous dirai tout à l'heure que j'accompagne pas mal de personnes, des centaines de personnes au quotidien. Évidemment, chaque projet est unique, mais vous verrez qu'il y a des personnes qui font la même chose que vous, qui peuvent vous aider, et ça va répondre à des grandes règles dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour faire suite à ceci, évidemment, les 5 points clés vont être les suivants. Points clés ou démarches, parce que ce n'est pas seulement des points, c'est aussi des étapes, des points. Voici lesquels elles vont être. Mais avant ça, une citation que j'aime énormément, c'est la suivante. Ça va vous donner du baume au cœur pour vous lancer si vous avez des doutes. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Bien sûr, c'est pas de moi, c'est d'un grand philosophe, Sénèque. Donc, ça date pas d'hier, mais c'est toujours d'actualité. J'aime à dire que quand on va dire de quelqu'un, il a la chance qu'il a, oui, mais nous aussi, on peut avoir cette chance-là quand on se prépare, comme vous le faites aujourd'hui, à être ici, à cet atelier, au lieu d'être en train de faire 1000 choses, comme regarder des vidéos de chats sur YouTube, par exemple, vous préparez. Et cette opportunité de lancement de projet, elle va arriver. Elle arrive, elle est peut-être déjà arrivée, et ça va être le petit truc qui va vous permettre de trouver l'audace, de trouver peut-être l'envie, la niaque, on va dire, de se lancer. Et les 5 points clés qu'on va voir aujourd'hui vont participer à cette préparation et vont vous amener aux opportunités. Quels sont ces 5 points clés? Très globalement, ça va être le fait de connaître les informations dont vous avez besoin. Ça va être de structurer votre projet en termes de structure, de normes juridiques et logistiques. Ça va être de communiquer sur votre projet. Ça va être de pratiquer encore et encore. Et quelque chose que vous n'arrêterez pas de faire, ce sera de progresser et se laisser cette fenêtre d'ouverture pour progresser. C'est ce qui va vous faire évoluer, c'est ce qui me fait évoluer au quotidien, ainsi que toutes les personnes qui se sont lancées auparavant. Bien sûr, il ne s'agit pas de 5 points clés qui s'arrêtent en numéro 5. C'est quelque chose de très circulaire. Une fois qu'on a progressé, on reconnaît des informations, on restructure son projet au fil de l'eau, on reprend la communication quand on avance, on continue toujours de pratiquer l'école dehors, on trouve toujours de nouvelles idées et de nouvelles pratiques, et ce faisant, on continue de progresser. Parmi ces 5 points, qui sont extrêmement vastes. Ça, je pourrais honnêtement vous en parler pendant des semaines. La preuve, le programme, la formation L'école du dehors, on a plus de 80 heures de vidéos où on va dans les détails de ces 5 étapes, de ces 5 points, et on n'a jamais fini. Mais aujourd'hui, rendre la chose efficace, c'est aborder avec vous principalement 2 points, voire un 3e si le temps nous est donné. Le premier point, ça va être
Trouvez un lieu qui vous convienne, un lieu qui soit sécurisé, un lieu qui soit beau, confortable et qui vous permette de mener à bien les activités que vous avez prévues dans le cadre de votre métier ou d'une reconversion professionnelle. Donc, on va d'abord voir, quand on abordera la structure, le numéro 2, votre lieu. On verra également la communication. Ça me semble un point absolument essentiel sur lequel on est parfois très peu formé. J'en profite pour vous poser la question suivante parce que je vois qu'on arrive à la trentaine de personnes. Je salue les dernières personnes qui nous ont rejointes. Qui parmi vous a déjà fait l'équivalent d'une formation en gestion de projet? Je ne parle pas d'éducation nature, je ne parle pas de mener un groupe d'enfants dehors. Je parle vraiment structure de projet. Dites-moi si jamais vous avez eu la chance dans votre passé. Oui, nous dit Adèle, superbe. Ça va pouvoir vous être utile. Et c'est l'une des premières choses qu'on demande. Anne-Charlotte aussi, Kat, c'est non, malheureusement pour Chantal. Vous allez voir pourquoi je vous pose cette question. Toutes les questions que je vous pose dans le chat, elles vont vous aiguiser la vue, vous amener vers une progression. Moana nous dit, c'est en partie mon métier, c'est superbe. Moana, vous allez retrouver des choses dont je parle, à la différence près que je ne vais pas vous faire du tout des cours en gestion de projet, ce serait au-delà de mes compétences théoriques. En revanche, je vais prendre ce qui est important dans la gestion de projet pour l'adapter à notre situation, à nous, c'est-à-dire emmener des groupes d'enfants, les accompagner dehors, quel que soit le contexte. Je suis chef de projet protection de l'enfant, ça va être un apport pour tout le groupe. Merci beaucoup. Voilà, je tenais à mentionner la chose parce que ça a un lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Encore une fois, connaître les points clés de la gestion de projet, c'est une chose. Les adapter dans le terrain, le concret d'un projet éducatif en nature, c'est ce qui va nous occuper pendant l'heure qui va nous rester. Donc, nous allons voir cette question du lieu, nous allons voir la question de la communication et aujourd'hui ou lors de notre prochaine rencontre, nous verrons la question de la progression, en particulier, je l'espère, la question du budget. C'est une question qui peut représenter un frein parmi d'autres sur ce qu'on a envie et besoin de mettre en place. Ensuite, et avant de démarrer, je rappelle simplement, excusez-moi pour ceux qui étaient là la dernière fois, mais pour les nouveaux, je veux juste qu'on se mette bien d'accord sur ce que moi j'entends comme un projet éducatif dans et par la nature, mais pour que vous voyez aussi toute l'étendue de la place que vous pouvez prendre. Pour moi, un projet éducatif dans et par la nature, c'est un accompagnement pédagogique d'enfants qui se déroule dans un espace non uniquement construit par l'humain, non fermé, non entre quatre murs, au milieu d'espèces végétales et animales. C'est une définition qui a le mérite d'englober la pluralité des projets. Une crèche en semi-plein air, une classe dehors, une sortie scolaire régulière avec vos élèves, votre école privée hors contrat en nature, votre accueil de loisirs péri-extrascolaires en nature et l'éducation en nature de vos propres enfants si vous êtes en instruction en famille, par exemple. Alors, j'en profite pour redemander, désolée pour ceux qui l'ont déjà dit, mais ça va permettre d'avancer en groupe, de me redire dans la discussion très globalement à quel projet correspond votre propre initiative, votre propre action. Est-ce que vous avez pour projet d'ouvrir une crèche en semi-plein air? Est-ce que vous êtes enseignante, enseignant? Vous souhaitez faire classe dehors? Est-ce que vous avez un projet d'ouverture d'une école privée hors contrat ou sous contrat? Est-ce que vous voulez ouvrir une sorte de centre de loisirs, d'accueil périscolaire, extrascolaire? Ou est-ce que vous êtes parent? Vous pouvez aussi être parent dans les autres catégories, c'est un plus. Est-ce que vous êtes parent et vous dédiez à l'éducation de vos propres enfants? Je regarde tout de suite vos réponses. Oui, encore quel plaisir d'avoir les étudiants de Master MEF, ça fait un plaisir fou. La formation initiale d'enseignante, elle a besoin qu'on travaille sur ce point-là. Marie-Rose accueil de loisirs, centre pédagogique alternatif pour Adèle, un projet assez holistique, je vois.
Ok, je remonte. Une classe dehors pour Cécile, accueil de loisirs Moana. Monsieur ou Madame Prof est enseignante en maternelle, c'est Madame Prof. Une crèche pour Virginie, crèche en semi-plein air. Et ça continue, projet d'accompagnement des crèches et des maternelles. Ok, très bien. Enseignant de sortir avec sa classe, enseigner dehors. Lieu d'accueil inclusif autour du cheval. Merci de mentionner ça, Laurence, parce que le monde animal est, à mon sens, de plein droit dans la question de l'éducation par la nature. On a tendance un peu à l'oublier au profit du végétal. Tous les projets en lien avec la connexion des enfants au monde animal, pour moi, quand ils se font dans un respect total et absolu de ce que j'entends comme une personne animale, pour moi, sont les bienvenus en projet éducatif dans et par la nature. Un jardin comestible, ça s'articule parfaitement. Bravo pour ces beaux projets. Deuxième petite question, parce que je suis curieuse, tout simplement. Est-ce que vous pouvez me dire où vous êtes aujourd'hui, ce soir, de l'autre côté de votre ordinateur? Ça me donnera une petite idée de l'étendue. Ah ben, on a déjà Anne-Charlotte qui nous dit Chamonix, en Auvergne, dans le 59. Je reconnais Nelly du Var, Kémir en Tunisie, Calvados, Dinard en Bretagne, la Belgique, Zeynep qui est en Algérie. Bonjour Zeynep, comment allez-vous? En Belgique, au Cameroun et dans les Vosges, on voyage, c'est superbe de voir la belle étendue francophone se joindre à nous. Évidemment, c'est parce que je suis curieuse que je vous demande ça, mais il y a autre chose derrière. Ce qu'il y a derrière, en fait, c'est de se dire que de la même manière que les projets éducatifs peuvent être extrêmement distincts, on en a vu quelques-uns ici, de la même manière, le contexte, la situation dans laquelle vous êtes et votre lieu, ce dont nous allons parler aujourd'hui, vont énormément dépendre de là où vous habitez. On a trop tendance à vouloir ériger des grandes règles pour cadrer tout le monde dans la même case, sauf que madame ou monsieur qui nous rejoignez du Cameroun, Zeynep par exemple qui est en Algérie, ou notre voisin de Tunisie, vont pas du tout avoir les mêmes prérogatives, vont pas du tout avoir le même climat, le même champ d'action possible, et je parle même pas des questions législatives, que nous qui sommes en Loir-et-Cher, dans le Loiret, nous qui sommes en Belgique, nous qui sommes dans le Nord, etc., etc. Donc ça, c'est très important que vous l'ayez en tête pour la suite de notre atelier. Tout ce que je vais vous dire, à vous de l'ingurgiter, de le digérer. C'est pour ça que je fais plusieurs ateliers. Entre chacun des ateliers, vous allez mouliner, vous allez digérer l'information. Et surtout, ne prenez rien pour acquis. Tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous écrit, y compris ce que moi je vais vous dire dans cet atelier, c'est à réfléchir, à ressentir du fond des tripes en fonction de votre contexte. Ça, c'est important, surtout quand on va parler du lieu. On y va, on avance vers ce lieu, tous ensemble, depuis les quatre coins de la francophonie. Je suis vraiment très, très contente de voir ce beau monde réuni ici. Donc, nous avons vu quel était votre projet et je tenais à souligner, comme la dernière fois, j'en reparle, votre projet, quel qu'il soit, où que soit votre lieu. C'est un projet parce qu'il est éducatif, parce qu'il va semer des graines dans le futur. C'est un projet qui est beau au sens esthétique du terme. On vit malheureusement, ça c'est vraiment un ressentiment que j'ai pour notre société, qui est pourtant une société magnifique par beaucoup d'aspects, c'est beaucoup mieux considéré. C'est considéré socialement comme extrêmement beau, tout ce qui est en lieu et place de travail sur la machine, avec la technologie. Il est plus considéré de travailler sur une machine, de créer une machine, plutôt que de travailler avec les humains. Tout ce qui est autour du vivant est dévalorisé. Je ne sais pas dans quelle branche vous travaillez au quotidien, mais il y a fort à parier que les personnes, qu'on soit en Tunisie, qu'on soit en France ou en Belgique ou ailleurs, les métiers de l'humain, les métiers du soin, que ce soit du vivant, animal, végétal ou humain, sont sous-valorisés, sous-payés
c'est des métiers qui, pour moi, elles sont les plus beaux du monde et on l'a vu pendant la crise du Covid et on le voit à chaque fois qu'il y a des crises sociétales. C'est des métiers qui sont sous-valorisés alors qu'esthétiquement et socialement, c'est ceux qui valent le plus. Donc ça, ayez-le bien en tête dans les moments de doute. Dites-vous que votre projet, il est beau esthétiquement, déjà parce que des humains dans la nature, dans les végétaux, avec les animaux, c'est quelque chose qui est beau. Ensuite, que votre projet est plus grand que vous, ce sont des projets qui nous dépassent. Peut-être qu'on en verra les fruits, peut-être pas, puisque nous nous adressons aux générations futures. En tout cas, c'est des projets qui nous dépassent, qui sont plus grands que nous, qui nous emmènent dans des directions qui sont collectives. Ensuite, c'est un projet qui est encore peu commun. J'ai dit que 2022 était un moment propice. Oui, mais ça reste des projets relativement rares à l'échelle même nationale française et à l'échelle internationale encore plus. Donc, félicitez-vous d'avoir cette idée-là de faire partie de cette cohorte de pionniers. C'est un projet, comme je le dis, de pionniers, mais alors évidemment, ça a fait rire la dernière fois, et je la remets parce que j'aime beaucoup. Quand je m'imaginais dans l'aventure de l'école du dehors, j'avais cette image très américano-centrée, mais je repensais à Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, parce que je me voyais un petit peu ainsi face à mon projet que j'allais saisir à pleine main. Et je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais on se pose tout un tas de questions. Comment se lancer? Quels sont les risques? Et là, on pouvait être amené, comme Indiana Jones, à se dire comment je vais prendre ce projet? Est-ce que je vais me jeter dessus ou est-ce que je vais prendre le temps de la préparation? C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a commencé à faire la dernière fois. Et c'est ce à quoi je vais vous inviter dans la suite de l'atelier. On va se poser, on va réfléchir ensemble. C'est quelque chose qui me passionne, tout ce qui est autour des obstacles dans le métier. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai publié avec des collègues un ouvrage sur la formation des enseignants et principalement les obstacles. C'est totalement un hasard parce que je ne l'avais pas du tout prévu qu'il sorte à ce moment-là. C'est 4 ans de travail, donc autant vous dire que je suis heureuse qu'il sorte. Mais c'est en lien total avec ça. Je suis une passionnée de travailler autour de ces questions de freins, de trouver des solutions. J'ai moi-même été enseignante en école primaire pendant 3 ans en zone rurale, ce qui m'a permis déjà, même si c'était il y a très longtemps, de tester la pédagogie par la nature. C'est aussi ce qui me donne la possibilité de vous parler aujourd'hui, parce que pourquoi vous donnerais-je des sorte de conseils ou des petits critères si je n'étais pas passée par là. J'ai effectivement la responsabilité de la création d'une école forest type accueil de loisirs pour mineurs péri-extrascolaires dans la très très belle région de Sologne, dans le centre de la France, en pleine forêt, en zone rurale. J'ai également pour métier principal d'être chercheur et enseignante en sciences de l'éducation en université parisienne ou plutôt francilienne, ce qui m'amène à intervenir en formation d'enseignants. Et je me bagarre actuellement pour pouvoir faire intégrer la formation à l'école du dehors au sein de la formation des enseignants. J'appelle ça de tous mes voeux. Mais comme ce n'est pas encore lancé, l'institution étant tellement difficile à bouger, j'ai décidé de monter moi-même un programme de formation, ce qui m'amène à accompagner aujourd'hui une centaine de personnes. Donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça vient de là. Ce n'est pas parole d'évangile, évidemment, mais ce sont des constats d'expérience. Parce qu'effectivement, quand je n'ai pas réussi à monter mon projet en 3 mois et j'ai donné les raisons des obstacles que j'ai rencontrés la dernière fois, vous pouvez les voir dans le replay, j'en ai tiré plusieurs éléments. J'en ai fait la synthèse des informations dont j'avais besoin, dont vous avez besoin pour monter un projet. J'ai appris à adapter des activités avec les enfants à mon contexte spécifique. J'ai ensuite appris à l'adapter au contexte des personnes que j'accompagnais. Moi, par exemple, je n'ai pas la mer à côté, j'ai peu d'étendue maritime, je suis sur un contexte de forêt, mais avec d'autres, j'ai appris à regarder la Loire, j'ai appris à regarder les fleuves, j'ai appris à regarder des terrains qui n'étaient pas les miens. C'est tout ça qui m'a amené aujourd'hui, qui m'amène aujourd'hui à vous parler. Je me suis aperçue qu'une méthode, ce n'était pas pour rien. Le lien avec la gestion de projet, elle est là aussi. Progresser, par où on commence et comment on continue. J'ai appris à vérifier les normes, à vérifier ce qui était légal ou non légal, en tout cas dans le contexte franco-français. Et j'ai proposé des lignes argumentatives pour essayer de convaincre. Tout ça, ce sont des outils
que j'ai mis en forme pour vous et dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que les difficultés que vous rencontrez, on en a parlé la dernière fois, elles tournent autour de comment trouver mon lieu, quelles sont les réglementations, quelle est la logistique, comment je finance mon projet, quelles sont mes ressources disponibles, quelles activités et quelle pédagogie, comment j'articule le programme scolaire avec le dehors, ça c'est quelque chose qu'on verra la prochaine fois, et comment je progresse dans un environnement qui va me permettre de passer de ça, de l'intérieur de la classe, à ça, malgré la vision un peu kitsch que j'en ai donnée avec ces petites couleurs, comment je passe de l'un à l'autre, à la croisée des chemins, je me retrouve finalement, comme notre Indiana Jones, dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure. Parmi toutes ces questions-là, nous allons commencer par lister, pour ceux qui ne l'ont pas fait la dernière fois, vos propres freins et obstacles ou peurs dans vos démarches. Alors, ceux qui l'ont fait la dernière fois, j'aimerais bien savoir quand même, et nous allons ensuite attaquer sur la question du lieu, c'est la dernière étape parce que je voudrais connaître exactement ce qui peut vous poser problème. Je voudrais que ceux qui étaient là la dernière fois me disent dans la discussion si vous avez parmi les freins qui s'affichent, trouvé chez vous, en vous, soit d'autres difficultés qu'on n'avait pas vues ensemble, soit avez trouvé des solutions aux freins que vous aviez nommés il y a 4 jours. Parce que oui, ça peut aller très vite. Je reste dans la discussion, à vous le dialogue. Quels seraient les freins et les peurs qui vous animent à l'idée de commencer demain votre projet ou les difficultés qui vous arrivent au quotidien aujourd'hui dans votre projet, si vous l'avez déjà commencé. C'est parti. Numéro 1, gestion du groupe, sécurité des enfants, un très grand classique, Audrey. C'est bon signe. Vous avez cette peur-là, ça veut dire que vous êtes humaine, on la partage. Je ne vous dis pas le premier arrêt cardiaque que j'ai fait la première fois que j'ai vu un enfant se lancer à fond les gamelles dans c'était pas de l'élagage, mais presque à grimper en haut d'un sapin. Il était rendu à 3 mètres que j'avais même pas eu le temps de dire ouf. Sont des choses qui nous arrivent. C'est normal d'avoir peur. On est sinon sur la question des moyens financiers, un des plus gros blocages. Également, Jeanne nous redit, on avait parlé aussi de la question des connaissances naturalistes, quelle légitimité on a en tant qu'enseignant, en tant que professionnel de la petite enfance, quand on ne connaît pas les plantes. Ça pose aussi des questions de sécurité. Toutes ces choses-là, ça fait partie des connaissances naturalistes. Est-ce que moi, j'ai la légitimité pour amener des enfants à découvrir ce monde que je connais peu? J'ai déjà un élément de réponse. Étape 5, souvenez-vous, progression. Là, vous êtes au point A, mais avant que vous ayez atteint le point B, vous allez voir que vous aurez enregistré déjà tout un nombre de connaissances naturalistes qui va vous surprendre. Gestion des apprentissages imposés par le programme scolaire, ce sera le thème de notre atelier numéro 3 parce que c'est une grosse question. Et heureusement, il y a plein de solutions. Tenir les moyens financiers, pédagogiques, rester dans le ludique. Merci Chantal pour le point du ludique, ça va être fondamental dans notre démarche pédagogique. Très bien, merci pour ces freins. N'hésitez pas à les retravailler tout au cours de cet atelier. On a la question de convaincre les parents aussi. Tout à fait, c'est à la fois une question de communication commerciale quand on veut lancer un petit projet d'accueil. C'est également une question de survie quand on est enseignant et qu'on voudrait bien que les parents ils nous soutiennent, les collègues aussi, la hiérarchie également. N'hésitez surtout pas à me laisser vos autres freins qui arriveraient en cours de route. Ça va nous permettre d'alimenter notre série de questions-réponses. Je rappelle ici la globalité des questions. Vous avez vu que c'est vaste, on n'aura pas le temps de tout traiter. Mais on va se lancer sur la question de nos 5 étapes tout de suite. La première chose à savoir, ça va nous amener vers le lieu, c'est la question de la connaissance. Autant vous pouvez
imaginez là où vous voulez arriver. Je suppose que vous avez une imagination débordante et que vous vous voyez déjà, voire vous fantasmez dans un lieu magnifique où tout va bien, plein de nature, où les petits oiseaux sont là, les petites abeilles aussi, tout va bien, le meilleur des mondes. Ça, on n'a pas de mal à nous projeter. En revanche, afin de bien arriver, l'idée, c'est quand même de bien partir. Et savoir où nous mettons les pieds, c'est d'abord et avant tout connaître le monde qui vous entoure, connaître le monde de la pédagogie par la nature, le monde de l'école dehors. Alors bien sûr, c'est en observant l'existant, en allant voir des gens qui pratiquent. Ça, c'est numéro un. Allez voir les gens sur le terrain, sollicitez des observations, sollicitez des stages, faites des interviews, faites des entretiens avec les gens qui sont passés par là. C'est là que la question du réseau, elle est importante. C'est l'une des forces de la formation de l'école du dehors, c'est la création d'un réseau fort. Ça va nous permettre de créer du lien avec des gens qui sont passés par là, les pionniers dont on a parlé par exemple tout à l'heure, la dernière fois, n'hésitez pas à les contacter. Alors, quand je parle de savez où vous mettez les pieds, je ne vais pas vous faire un bilan historique détaillé en thèse, synthèse, antithèse, etc. En revanche, je voudrais juste vous mentionner, parce que des fois, on est un peu perdu dans les appellations. Je pourrais en parler pendant des heures. J'aime beaucoup regarder ce développement des 3 familles d'éducation plein air, des 3 familles qui vont composer le monde dans lequel vous êtes. Et ça, c'est fascinant. Vous allez lire plein de choses, vous allez entendre des gens dans des podcasts, etc., qui vont vous parler de courants différents. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucun scrupule à emprunter. Allez piocher tout en citant bien sûr les personnes, mais allez piocher dans ces expérimentations. Dans la première famille qui vont composer votre arrière-boutique, qui va composer votre histoire, qui compose ce qu'on est aujourd'hui dans le champ de l'éducation par la nature, la famille Forest School. Dans la famille Forest School, j'appelle les grands-parents, ces pays scandinaves et germaniques avec les jardins d'enfants en plein air, qui sont les premiers type Forest School au niveau institutionnel, quand les crèches et les écoles se sont lancées dans la démarche plutôt forestière de se lancer de manière régulière en plein air ou semi-plein air. Les parents qui ont récupéré dans les années 90 tous les apports des pays anglo-saxons, des pays scandinaves, ça va être particulièrement les Anglais puisqu'ils l'ont intégré eux-mêmes dans la formation de formateurs dans les années 90, fin des années 90. On va parler de Forest Schools, d'Outdoor Education, Place-Based Learning avec la focalisation du lieu, du contexte, du terrain. Adventure Learning pour les séjours un petit peu plus longs avec la pédagogie du risque. Il y a un travail fantastique et formidable qui a été fait à partir des années 90 dans le monde anglo-saxon et on s'en inspire aujourd'hui. Nous, quand je dis nous, c'est l'univers plutôt franco-français ou en tout cas l'Europe de l'Ouest, la France, même si la Belgique et la Suisse nous devancent un petit peu. Nous, eh bien, actuellement, les Forest Schools vont être davantage autour des accueils de loisirs et des écoles hors contrat. Vous allez comprendre juste après où se situe le niveau scolaire. Donc, cette grande famille, on va y situer par exemple le réseau pédagogie par la nature, qui est un réseau superbe de personnes très engagées pour le jeu libre, pour l'accompagnement d'enfants en forêt. Voilà, il y a énormément de données, d'idées, de formations qui sont faites dans ce domaine et c'est absolument magnifique. Une deuxième famille où on va avoir tout ce qui va être la pédagogie dite du plein air. Là, c'est ancré vraiment dans l'école nouvelle, les pédagogies dites nouvelles au début du XXe siècle, Froebel, De Crowley, les médecins, les mouvements scouts aussi, les mouvements d'éducation populaire, tout ce qui nous a poussé à aller vers les colonies de vacances. Et là, on était davantage à cette époque dans une approche peut-être un petit peu thérapeutique. Il fallait que les enfants soient dehors, mais plus pour prendre le soleil, préventive. Il y a des gens qui en parlent très très bien dans l'histoire des sciences de l'éducation. On était davantage sur des activités ludiques et sportives en plein air, mais qui avaient intégré le programme scolaire. Donc déjà là, on a un lien avec une école qu'on a oubliée, l'école plein air, où on étudiait dehors,
mais sans forcément intégrer la dimension connexion à la nature, jeu libre, etc., qu'on retrouve dans la première famille, Forest School. La troisième famille, au niveau français, on va être dans l'éducation à l'environnement qui a été portée politiquement par le mouvement écologiste qui s'est développé dans les années 80 en France. Je prends par exemple le réseau École et Nature, qui est le réseau Fresnes maintenant, mais vous avez aussi le réseau Graines, qui sont très importants. Ce sont des ressources fascinantes pour vous. Ici, l'idée, c'était de former des citoyens soucieux de l'environnement. On avait de la découverte naturaliste, plutôt proposée soit au groupe scolaire en fin d'année, soit proposée à l'année par des centres de loisirs, des animateurs nature. Alors, vous, dans tout ça, où vous allez vous situer? Vous vous en rendez pas forcément compte, mais il est fort probable, sauf si vous avez déjà trouvé votre petite niche ou trouvé une pédagogie préférée, que vous allez vous situer au milieu de tout ça. Et là-dedans, vous allez un peu faire votre tambouille pédagogique en fonction de vos envies, en fonction de votre métier, en fonction de votre public, en fonction du fait que vous êtes en association, en entreprise, en éducation nationale, en instruction en famille, etc. Mais sachez que derrière vous, il y a 1, voire 2 siècles de gens qui ont essayé, avec des réussites, des échecs, mais des gens qui sont derrière et qui ont réalisé des ressources. Ces ressources-là, vous pouvez les trouver sur le site de Ma Petite Forêt, vous pouvez les trouver ailleurs, et vous allez faire, comme moi, comme beaucoup, un petit peu le mélange des genres, et vous allez faire selon votre contexte et selon votre structure. J'en arrive à notre deuxième point de connaissance, un point fondamental. Le tableau, je ne le montre pas ici intégralement parce que je n'aurai pas le temps d'aller dans l'exhaustivité. L'une des choses les plus importantes, ça va être de repérer votre type de structure. Est-ce que vous êtes parti sur une cour d'école, quelque chose d'institutionnel, un ex-jardin d'enfants ou une halte garderie? Vous êtes dans l'univers, dans ce cas-là, institutionnel, scolaire ou préscolaire. Vous avez des créneaux à la semaine qui sont scolaires, préscolaires, des enfants qui sont répartis par classe ou tranche d'âge. Vous avez tout type d'activités souvent liées au programme scolaire, souvent qui peuvent être déjà mises en place au sein de la cour d'école avec du jardinage. Vous avez du matériel végétal que vous pouvez confectionner et vous êtes souvent en semi-plein air puisque vous gardez un lieu en intérieur. Attention, vous pouvez vous trouver dans plusieurs des lignes, hein. On est bien d'accord. On n'est pas tout noir, tout blanc. On peut être dans deux ou trois. Mais je vais vous demander de repérer dans quel contexte vous vous trouvez. Vous l'avez déjà pour certains décrit. Ceux qui ne l'ont pas décrit, n'hésitez pas à le décrire en discussion. Je vais regarder. Et les personnes qui ne sont pas dans le contexte français, n'hésitez pas à amener votre définition de structure dans la discussion également. Vous avez en deuxième ligne le type Forest Schools qui va faire intégrer la dimension associative. Ça peut être un accueil de loisirs. Et ce qui va avec, plus de types d'activités jeux libres. Vous avez peut-être un choix de matériel plus large. Et au niveau de votre lieu, vous pouvez avoir un lieu ou pas. Quand je parle de lieu, ça peut être un terrain, ça peut être également un bâti, ça peut être un terrain ou un bâti qui vous appartiennent, qui appartiennent à la commune, qui vous est loué, forme de bail ou de commodat ou toute autre forme de prêt gracieux ou non. Vous pouvez également, troisième ligne, être en accueil d'enfants ou d'adolescents en nature. Donc là, on va être souvent sur du périscolaire, on va être souvent sur des périodes de jeux libres et on est plutôt sur des accueils, un petit peu comme la quatrième ligne, 1 ou 2 fois par période scolaire ou bien en vacances, surtout quand il y a de l'hébergement de type camp d'été, etc. Donc avec ce tableau que je ne vais pas détailler, mais avec ce tableau, vous voyez déjà l'immensité, l'atomisation des possibilités qu'il y a en termes de structure et de créneaux. Créneaux scolaires, extrascolaires, périscolaires.
Donc, gardez ça en tête, même si vous n'avez pas à le copier, gardez en tête l'immensité des possibilités qui s'offrent à toute personne souhaitant se lancer dans l'univers de l'accompagnement des enfants dehors. Quand je parle de connaissances, très rapidement, je mentionne, parce que c'est une question qui revient souvent, la question des diplômes. La question des diplômes, elle est extrêmement vaste. Je me permets de rajouter quelque chose de nouveau par rapport à ce que j'ai pu vous dire dans des ateliers précédents. Les monteurs de projets associatifs, depuis janvier 2021, les personnes responsables, on va parler de la DRAGES habituellement, ils ont été intégrés au sein de l'éducation nationale. Attention, là, je suis sur de la tambouille franco-française. Ne vous inquiétez pas. Les autres, vous y échappez, tant mieux pour vous. Mais ça veut dire que même si vous voulez monter un accueil de loisirs ou un centre péri-extrascolaire, les coordonnées de vos interlocuteurs sont sur les sites des rectorats. Donc, quelque part, enseignants ou non, on se retrouve dans le même bateau. C'est le rectorat qui va être notre instance de validation. Fin de parenthèse sur cette question-là, je voulais vous tenir au courant. Par rapport à votre diplôme, une question très, très importante. Vous allez prendre en compte les types d'activités que vous voulez mener. Je parle par exemple, si vous avez l'intention de mener des activités aquatiques, il va vous falloir un diplôme où vous êtes surveillant de baignade ou ce genre de choses. Faites attention, des fois on n'y pense pas qu'il faut des spécificités. Le type de structure, évidemment, si vous êtes enseignant, c'est différent de si vous avez besoin de diriger un accueil collectif de mineurs. Le type de fonction, direction ou salarié, c'est la même chose. Pensez-y avant de vouloir gérer vous-même les structures. Et évidemment, le temps que vous avez à disposition. Passer un BAFA, par exemple, ça peut être une solution qui s'offre à vous. Si vous avez peu de temps, c'est jouable. Quand je dis peu de temps, c'est une demi-année pour être tranquille. Vous n'allez pas partir sur un BP GEPS, par exemple, qui peut vous demander 1 an, voire 2. Les personnes qui veulent monter un accueil d'animaux en refuge, je vous mentionne juste qu'il va vous falloir l'habilitation suivante, l'ACACED. Je l'ai moi-même passé. Ça vous sert pour avoir l'obtention d'une validation d'État pour obtenir l'accueil d'animaux dits domestiques, donc les chats, les chiens, et par extension, ça peut vous amener vers un refuge animalier. Les enseignants, si vous avez votre CRPE ou CAPES, etc., c'est OK. Vous pouvez emmener votre classe dehors sans besoin d'autre chose. Les enseignantes, enseignants, si jamais vous avez un jour l'envie de monter une structure, l'accueil de loisirs, votre CRPE, votre diplôme suffit. Les personnes qui sont spécialisées en petite enfance, vos diplômes d'État, d'éducateur, les CAP, ça vous suffira pour continuer, pour ouvrir des crèches plein air ou pour travailler en plein air, selon salariat ou direction. Les animateurs et moniteurs, le BAFA suffira. Le BPGEPS ou le BAFD sera nécessaire si vous voulez diriger, le BAFD en particulier. Les autres, sachez qu'il y a une centaine d'autres diplômes reconnus. Je vous invite à noter tout de suite qu'il s'agit du document suivant pour la France, arrêté du 9 février 2007, fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction. Je vous laisse 30 secondes pour noter si ce n'est déjà fait. Cet arrêté, il va vous donner la liste des diplômes avec lesquels vous pouvez soit travailler dans le cadre associatif, institutionnel ou entrepreneurial dans une structure d'accueil de mineurs ou de la diriger. Prenez bien soin de noter ça, c'est le document de référence pour la France. Les personnes qui sont hors de France, je vous invite à vous rapprocher de vos institutions, des équivalents institutionnels pour vérifier comment, avec quel diplôme vous pouvez prétendre à diriger ou travailler pour une structure. Je me permets de boire un petit verre d'eau parce que je parle beaucoup, excusez-moi, mais je vois l'heure qui tourne et je sais que nous avons beaucoup de choses à voir. N'hésitez pas à réagir en discussion.
Je vois qu'ici, Vincent, les moyens, continuez de poser vos discussions, super. On avance toujours dans les choses qui peuvent nous permettre de mieux connaître, de toujours avancer. Ce sera les formations. J'ai parlé tout à l'heure du graine ou du frêne. N'hésitez pas à aller voir les formations. On parlait tout à l'heure de la difficulté des connaissances naturalistes. Sachez que ces personnes, que ces réseaux, le frêne, le graine ou Tela Botanica, par exemple, sont des structures ou des réseaux qui vous permettent d'apprendre un maximum d'éléments sur les végétaux, même les animaux, les chants d'oiseaux, reconnaître les plantes sauvages comestibles, etc., de manière approfondie ou plus légère selon les besoins que vous avez. On parlera à la fin de ce cycle de 3 ateliers, on parlera de la nécessité de sortir de sentiment d'imposteur que nous avons au démarrage et de la nécessité de se faire accompagner par des gens dont c'est le métier. J'en dis pas plus, je vous donnerai des billes pour ça lors du prochain atelier. En attendant, regardez Tela Botanica, regardez les formations du graine, regardez les formations du frêne. Ils ont des formations dédiées à la découverte de l'environnement et de la biodiversité. J'en ai suivi, c'est fantastique et ça suffit pour vous outiller. Ensuite, on avance. Juste pour être sûr que vous êtes dans les clous, je passe très rapidement parce que vous le trouverez en ligne. Il suffit de taper encadrement, école ou accueil de loisirs et ça ne concernera pas nos amis qui ne sont pas sur le territoire français. Accueil de loisirs, c'est en haut de la diapositive. En école maternelle et élémentaire, vous devez les connaître puisque c'est exactement la même chose que pour vos sorties de proximité, ni plus ni moins. Cela étant, un petit retour d'expérience, et je pense que les personnes parmi vous, n'hésitez pas à réagir. Si ça vous est arrivé, je vous avoue que le fait d'avoir plus d'accompagnateurs avec vous, des personnes que vous connaissez, des parents avec qui vous avez l'habitude de sortir ou de faire des projets d'accompagnement d'enfants, des gens de qualité que vous pouvez former, vous allez voir que vous allez très très rapidement devenir vous-même accompagnateur, accompagnatrice, formatrice d'autres personnes qui veulent se lancer. Vous allez voir, j'en suis sûre et certaine. Faites-vous accompagner par plus de personnes. Vérifiez la pédagogie de ces personnes-là. On en parlera lors du prochain atelier. Mais faites-vous accompagner, ça vous soulagera. Plus d'adultes égale moins de risques en termes de sécurité. Ça, c'est vraiment, vraiment un retour d'expérience. Les personnes qui sont passées par là, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez ou si vous avez eu des expériences à ce niveau-là. Voilà en ce qui concerne pour l'encadrement. N'hésitez pas à aller voir, selon vos contextes, à aller approfondir un petit peu. Nous arrivons maintenant à la question de la structure. Cadrer votre projet, on a déjà commencé en glanant des informations, on est déjà dans la structuration de notre projet. On va avoir également des démarches à faire et on va aller vers la création de réseau. Alors tout ça, ça va être en lien avec l'aspect communication dont je vais parler également. Alors, je parlais tout à l'heure des cadres et des types de dehors. Ici, on vient approfondir avec ce petit tableau quelles vont être vos possibilités de structure, encore une fois, pour le contexte français. Mais globalement, vous risquez d'avoir des choses très similaires. En tout cas, en Belgique, ça risque d'être similaire. Et c'est souvent axé sur des tranches d'âge d'enfants. Donc, c'est pour ça que je le présente de cette manière-là, même si vous allez voir tout de suite la deuxième ligne, les 3-6 ans. N'oubliez pas que les jardins d'enfants en France vont disparaître puisqu'il y a instruction obligatoire maintenant et que les enfants rentrent en maternelle. Donc, à partir de 2024, notez bien, pour les Français, si vous avez un projet de jardin d'enfants, je dirais ce n'est pas la peine parce que votre jardin d'enfants, il sera automatiquement transformé soit en crèche, soit en école. Donc, démarrez directement une crèche pour les 0-3 ans ou démarrer une école pour les 3-6 ans. Ça vous fera gagner du temps. Vos interlocuteurs pour les crèches semi-plein air, ça sera la protection maternelle infantile, la PMI. Les coordonnées, vous les trouverez
sur le site de la PMI, vous regardez national puis local. Si vous travaillez déjà dans ce secteur-là, vous voyez très bien de quoi je parle. Ça ne change rien au niveau du plein air, puisque il faut savoir qu'en France, on n'a pas du tout, par exemple, un département qui serait dédié au dehors. On est bien d'accord. C'est l'éducation nationale pour les enseignants, c'est la DRAGES, au ministère de la Culture, pour dire la jeunesse et des sports, pardon, qui s'occupe de ça. Dans les autres pays, il y a de fortes chances que ce soit à peu près la même chose. On n'a pas un ministère de l'école dehors. Malheureusement, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais ce n'est pas encore le cas. Donc voilà par rapport aux âges. Quand les enfants ont plus de 6 ans, qu'on soit dans le scolaire ou non scolaire, soit on va être dans l'école, ministère de l'Éducation nationale, soit vous allez être dans des associations socioculturelles ou éducatives. Et là, c'est le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Comme je vous disais tout à l'heure, je le remets en vert, les coordonnées de vos interlocuteurs, jeunesse et sport, pour les projets d'association, ils se trouvent sur le rectorat, sur le site du rectorat. Vous inquiétez pas, c'est souvent les mêmes personnes. C'est juste qu'ils ont déménagé de locaux, donc ils ont changé leurs coordonnées. Voilà très rapidement pour vos interlocuteurs. La PMI pour les 0-3 ans et l'Éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et sport, pour les plus âgés. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes encore en vie? Est-ce que vous avez encore envie de vous lancer? Dites-moi tout dans la discussion et préparez-vous parce qu'on va partir ensemble sur le terrain. Allez-y, dites-moi si vous êtes prêts à partir ensemble dans la recherche du lieu magique et pas si magique que ça. Ok, j'aime bien l'enthousiasme de Cécile qui nous fait un grand oui. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de vous garder ici dehors, puisque c'est là où on va partir. On va partir dehors sur le terrain, tous ensemble. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en continu dans la discussion. Vous avez toujours avec vous votre carnet de notes. Nous sommes partis sur le terrain. Alors, cette structuration par la recherche de votre lieu, elle va d'abord partir d'où vous êtes. Pour savoir d'où vous êtes, je vous pose cette question qui va catégoriser, d'accord, et qui est peut-être votre situation aujourd'hui, qui ne le sera pas dans 2 ans. Mais pouvez nous dire dans le chat si vous êtes actuellement ou est-ce que vous avez un projet qui se situe en zone rurale. Zone rurale, c'est pleine campagne, petit lieu-dit, tout petit village. Est-ce que vous êtes en urbain? Je pense à des agglomérations. Ou est-ce que vous êtes en périurbain? On va parler par exemple de sortie de ville moyenne, etc. Et peut-être que vous ne savez pas encore, ce qui est tout à fait OK, puisque en pédagogie, par la nature, on a le droit de ne pas savoir, et ça c'est génial. Donc à tout moment dans notre atelier, on a le droit de ne pas savoir encore. On a de l'urbain, périurbain, rural, zone naturelle. Marie-Rose, zone naturelle. Est-ce que c'est zone Natura 2000? Vous allez voir, on va en parler, c'est important. Savoir la distinction entre une zone naturelle et une zone Natura 2000, ça c'est des choses auxquelles, si jamais vous voulez mettre un bâti sur votre terrain, vous allez vite être au courant. Urbain, rural, Virginie c'est périurbain, Jeanne c'est rural, Coralie périurbain. Et prof, c'est un bosquet. D'accord, alors là c'est précis, un bosquet. J'espère que c'est un grand bosquet parce que vous allez faire tenir toute la classe dans le bosquet. J'ai rarement eu des réponses aussi ciblées, aussi précises. C'est pour ça que je suis un petit peu surprise et néanmoins très curieuse. Et périurbain, petite école et petite classe de village. Alors, Marie-Rose, la différence entre zone naturelle et zone Natura 2000. Alors, on ne va pas aller aujourd'hui dans la distinction précise entre ces deux catégories-là, puisque, accrochez-vous bien, il n'y en a pas que deux.
Il y en a des centaines, des distinctions de zones. Je vous invite, et nous en reparlerons la prochaine fois, de ces différences, mais globalement, on ne pourra pas aller dans le détail absolument précis. Une zone Natura 2000, ça va par exemple être une zone plus protégée, être une zone naturelle plus protégée. Je vous donne un exemple, nous en Sologne, parce que c'est une région boisée, c'est le gros cœur boisé de la France, c'est zone Natura 2000. Là, ça va être très compliqué pour des bâtis. Ça, vous le saurez en consultant votre mairie, en téléphonant à la mairie, c'est eux qui vont vous dire. Comme pour les questions de plan local d'urbanisme, PLU, je ne rentrerai pas dans toutes les dénominations, mais faites attention à tout ça au moment où nous allons rentrer dans la question juridique autour des lieux. Ok, Myriam, un centre éco-pédagogique rural. Wow, ça a l'air super. Et prof, Bosquet cédé par le châtelain du village. Ben voilà, un châtelain de village peut tout à fait être quelqu'un qui vient en ressources pour notre projet. Marie-Lydie, bonsoir, bienvenue. Et Marie-Rose, nous avons déjà notre chalet construit dans notre clairière. C'est superbe, ça veut dire que vous êtes effectivement en zone naturelle et pas en zone Natura 2000 parce que vous auriez eu des difficultés pour votre chalet. Très bonne nouvelle. Forêt communale, il me semble. Ok, forêt communale, c'est un prêt de collectivité territoriale. Donc là, il faut être gentil et ça va être le maître mot sur les questions de lieu, c'est afficher toujours notre plus beau sourire, et ça va rentrer dans la question de la communication qu'on va voir juste après. On va être tout sourire pour pouvoir avoir les bonnes grâces du maire, du conseil municipal et de toutes les personnes qui vont nous permettre à bas prix, parfois, quand on n'a pas de lieu à soi, quand on est une école, quand on est une classe, pouvoir fréquenter de manière régulière des zones communales, départementales, etc. Gérées par l'ONF aussi, l'Office national de la forêt française, etc. Ce sont des instances qu'on va avoir à amadouer. La plupart du temps, ça se passe très bien, les gens nous voient d'un bon œil. On va approfondir ça dans la question communication. Maintenant que je sais à peu près où vous êtes, dans quel contexte vous êtes, nous allons sauter le pas. Et pour sauter ce pas à la recherche du lieu magique, alors même si vous avez un lieu, restez avec nous, parce que d'une part, on va ensuite voir la question de la communication, mais parce que votre feedback est bienvenu, votre retour d'expérience est bienvenu. Et enfin, dernier, parce que vous ne savez jamais comment la vie va vous traiter et qu'un lieu, eh bien, on peut en changer. Des fois, par plaisir, on peut avoir envie de bouger de lieu, on peut avoir des opportunités, mais aussi parfois parce que la vie fait que, malgré l'envie qu'on a d'y rester, il va falloir qu'on bouge. Donc, tout ce qui est autour du lieu, dites-vous que ce n'est jamais acquis, même si c'est de la propriété individuelle. Même ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, gardez en tête que la recherche du lieu magique, qui n'existe pas, on est bien d'accord, va nous occuper non pas une fois, mais peut nous occuper plusieurs fois. Et pour ce faire, je vais vous proposer de nous faire accompagner par 4 petits personnages. Ces petits personnages nous viennent du monde animalier, parce que j'aime beaucoup les animaux. Ce premier petit personnage, ça va être notre ami l'escargot. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous allons faire l'escargot. Ça va être la petite technique que j'ai inventée qui s'appelle faire l'escargot pour trouver notre lieu de proximité, du plus proche au plus lointain. Pour ce faire, lentement mais sûrement, faites l'escargot. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas uniquement mon expérience, mais j'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont testé et qui ont trouvé leur lieu grâce à ça. Vous allez effectuer des tours en voiture ou à pied en partant de votre lieu d'habitation ou de votre lieu de travail. Lieu de travail, si c'est l'école ou la crèche, évidemment. Lieu d'habitation ou lieu d'achat d'une association, si vous voulez faire autour de votre lieu. Vous allez partir à pied et en voiture et vous allez en circularité tourner autour en partant du cercle le plus
proche pour aller vous éloigner vers le plus lointain. Vous allez aller doucement, vous allez regarder attentivement, vous verrez peut-être un panneau alloué que vous allez aller regarder de plus près, là où, au premier regard, on n'avait pas vu. On a effectivement beaucoup de tendance à se jeter sur Internet, sur particulier à particulier, sur le bon coin, ou à aller voir différents sites, alors que souvent, surtout si ça fait pas mal de temps que vous êtes dans votre commune, vous savez que la meilleure manière, c'est d'en parler et c'est de faire ces tours de manière régulière. C'est comme ça qu'on va finir par trouver quelque chose qui est logistiquement tenable. Parce qu'autant se le dire tout de suite, le lieu magique n'existe pas. Le lieu fantasmé n'existe que dans nos fantasmes. Je vais vous dire, avant d'opter pour le terrain sur lequel nous sommes installés en tant qu'association actuellement, j'avais en tête des choses, peut-être pas la folie des grandeurs, mais pas loin. J'avais des choses où il y a pas mal d'étangs autour de chez moi, donc je visualisais l'étang, travail autour de l'eau, etc. Et après m'être cassé le nez un sacré bon nombre de fois, je pense par exemple aux zones territoires de chasse qui sont très très fréquentes chez nous, c'est peut-être le cas aussi pour beaucoup d'entre vous en zone rurale. Je me suis cassé le nez et finalement le lieu que j'ai trouvé, sur lequel nous sommes aujourd'hui en faisant cette petite tour d'escargot, eh bien, c'était un lieu qui était le plus proche de chez moi, auquel je n'avais pas pensé, qui se trouve être à la fois en pré et en bordure de forêt, avec un accès direct à la forêt. C'est un lieu magnifique. Alors oui, on n'a pas d'étang, mais on a un joli petit ruisseau. Et ça suffit. Et ça, je l'ai fait parce que petit à petit, j'en ai parlé, je suis allée du plus proche au plus lointain. Donc voilà, ça va vraiment être une règle d'or, du plus proche au plus lointain, parler de notre recherche à nos amis, nos familles, les voisins, les gens qu'on croise sur le chemin, faire réseau, etc. C'est parti, petits escargots. Avançons lentement mais sûrement. Une fois que vous avez fait les petits escargots, c'est pas facile, hein, quand on est emballé sur un projet, on a plutôt envie d'aller un peu plus vite, mais il y a cette phase-là qui peut être utile. Eh bien, nous allons, comme l'aigle, prendre de la hauteur et ne se mettre aucune limite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez... Alors, ça peut être en même temps que de faire l'escabeau, ou que le faire l'escabeau. Ça se voit que c'est vendredi soir, j'ai la langue qui fourche, c'est la fatigue. De faire l'escargot, vous allez surveiller votre paysage quotidien en prenant de la hauteur, c'est-à-dire en dézoomant un petit peu de votre situation. Et d'ailleurs, ça marche pour le lieu, mais ça marche pour votre projet au sens global du terme. On utilise beaucoup ce type de technique avec les membres de la formation de l'école du dehors que j'accompagne au quotidien. On se fait des sessions de brainstorming, de dézoom, quel que soit le sujet. Donc, vous prenez de la hauteur, vous allez regarder votre lieu de manière un petit peu circulaire, comme si vous le voyiez d'en haut. Un petit peu, vous voyez, comme en permaculture, on va regarder les liens du projet les uns avec les autres. Ben là, vous allez regarder votre lieu, votre environnement de manière un peu circulaire, le dedans de la classe, quel lien qu'il a avec la cour de récréation, quel lien elle a cette classe avec les milieux de proximité. Quels sont les milieux plus lointains, peut-être plus naturels, auxquels vous pouvez avoir recours de temps en temps, etc., etc. Vous voyez, en prenant ce recul, en allant sur une forme de Google Maps dézoomé, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des lieux que vous aviez oubliés et qui pourraient être utiles. C'est une démarche, hein, bien sûr, et vous pouvez le faire à n'importe quel moment. En prenant de la hauteur, vous voyez aussi la présence de matériaux sur votre lieu. Vous voyez la richesse de votre lieu. Qu'est-ce que c'est un lieu riche? Vous allez regarder ce qu'il y a sur votre lieu. Est-ce qu'il y a des blocs? Il y a des blocs de pierre. Est-ce que vous avez du sable? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de la terre? Est-ce qu'il y a des branches? Est-ce qu'il y a du matériau récupéré? Est-ce que vous pouvez mettre du matériau récupéré sur ce lieu s'il est à vous? Attention, du matériau non polluant, effectivement. Il y a aussi naturaliser vos espaces intérieurs pour qu'ils amènent vers l'extérieur. Des choses naturelles, du matériel naturel, de l'équipement en bois, des plantes non toxiques. Dans la cour de récréation, des arbustes, des plantes grimpantes, des arbres, des tunnels de saules, des pierres, des coins sabléaux,
des rondins, des branches. Évidemment, on peut rêver d'une forêt pour nous tout seuls, mais on sait très bien que ça peut se faire progressivement. L'idée, c'est d'insuffler dans votre quotidien des éléments de nature. Si vous avez déjà un lieu très très riche en termes de biodiversité, c'est parfait. Votre rôle sera de préserver cette biodiversité malgré le fait de fréquenter ce lieu très souvent. Mais arrêtez-vous, prenez de la hauteur et repérez tous les éléments de votre lieu. Voyez qu'est-ce que vous pouvez en faire en termes pédagogiques aussi. En quoi ça peut servir? En quoi des rondins de bois vont servir la motricité fine, la motricité globale? En quoi des bouts de bambou vont pouvoir servir telle ou telle chose? En quoi la graphie va-t-elle pouvoir être amenée? En quoi la présence de tous ces oiseaux vont-elles pouvoir affûter nos oreilles, affûter la concentration des enfants? Voilà, vous allez mettre en lien tout ce qu'il y a sur votre lieu. On avance avec nos petits personnages. Notre troisième petit personnage va être Super Renard. Alors, Super Renard, il va nous apprendre à être prudent. Et la prudence, elle nous amène à la question de la sécurité. Une fois que vous avez ciblé un lieu, ou plusieurs, parce qu'au début, ne vous mettez, souvenez-vous, comme un aigle, aucune limite. Une fois que vous avez ciblé plusieurs lieux, vous allez vérifier, vous allez analyser vos lieux de manière extrêmement précise. Je vais y venir juste après vous avoir présenté mon quatrième petit personnage. Et juste après, je vais vous parler des critères que j'ai pu glaner qui peuvent nous assurer de la sécurité du lieu. Mais d'abord, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter Monsieur le chat. Monsieur le chat, think different. Il va observer les possibles du lieu. Vous voyez pourquoi je le mets tout de suite, c'est que c'est en lien avec la question du lieu dans la dimension sécuritaire. Quand vous allez être à l'observation de votre lieu, ou si vous l'avez déjà acheté, observez-le de la manière suivante. Vous allez mettre vos doubles lunettes, et ceux qui ont déjà suivi certaines des vidéos sur YouTube, vous savez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, d'arriver à voir notre lieu de différentes manières, sous l'angle de la sécurité, premièrement, mais aussi sous l'angle de son potentiel pédagogique. Voyons d'abord, et ici, j'insiste, il ne s'agit que de quelques-uns des critères que j'ai identifiés, cette fiche-là, avec laquelle je travaille avec les personnes que j'accompagne au quotidien, j'ai identifié plus de 30 critères importants. Essentiel. Je les propose sous forme de fiches, je vous en donne un aperçu ici. Quand vous visitez votre terrain, si vous le visitez en été, n'oubliez pas d'attendre un peu ou au moins de demander des photos de son aspect en plein hiver et vice-versa. Votre terrain d'été peut se retrouver absolument impraticable l'hiver. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que vous avez pensé à l'accès sur votre terrain? Est-ce qu'il y a une sortie pompier? Est-ce qu'il y a un dégagement de 4 mètres pour la sécurité au cas où? Est-ce qu'on peut avoir une entrée où on ne va pas s'embourber? Est-ce que ce n'est pas un virage à angle droit? C'est le problème que nous avons rencontré, nous, sur notre terrain. C'est pour ça que je vous en parle. L'accès pompier est-il possible? Nous, une fois, on a eu un feu, alors pas du tout à l'école forêt, mais sur un lieu d'habitation, et les pompiers n'ont pas pu arriver jusqu'à la maison parce qu'ils n'ont pas pu tourner dans le portail qui était à angle droit. Ça peut vous paraître complètement ubuesque, sauf que ça nous est arrivé. Heureusement, ils ont des lances qui sont suffisamment performantes, mais ce genre de choses auxquelles il faut penser sans pour autant se faire absolument peur. Mais il faut réfléchir à ce genre de choses. Avez-vous pensé aux variations que les éléments vont subir? Ruisseau à sec l'été, il déborde l'hiver. Quels sont les bois qui vont être flottants, sortir de ça? Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire en termes pédagogiques? Un terrain l'été, est-ce qu'il est suffisamment ombragé? Il faut au moins quelques arbres, sinon ce ne sera pas praticable l'été, etc. En termes de législation, on va avoir des milliers de questions. Le bois à la forêt, est-ce qu'il est privé? Il faut savoir que dans 75% des cas, les bois sont privés en France. Est-ce qu'ils sont publics? Alors, si c'est privé, ce n'est pas pour autant que la personne ne va pas vouloir vous les prêter. Mais attention, assurez bien le lieu. La question des assurances, elle est primordiale. Dans 25% des cas, les forêts, elles sont domaniales. Soit elles sont domaniales, soit elles appartiennent aux collectivités. Elles sont mises à disposition du public. Attention,
vous n'aurez pas le droit de faire du feu dedans. Globalement, il faut savoir qu'au niveau français, la législation, elle est la suivante. Vous n'avez pas le droit de faire du feu. Point. J'ai écrit un article là-dessus, je vous inviterai à aller le regarder, c'est sur Ma Petite Forêt, vous tapez feu, vous allez tomber dessus. La question du feu est extrêmement réglementée, alors tout le monde s'arrange avec. En revanche, si vous êtes en forêt, c'est ultra, ultra interdit. Après, vous pouvez avoir des arrangements avec la cellule de pompiers la plus proche de votre village. Mais si vous n'êtes pas en plein centre-ville, effectivement, vous pouvez avoir des arrangements avec la population et les collectivités. Mais faites attention avec ça. Parce que dans certaines régions, il suffit qu'il y ait un petit peu de vent et qu'on soit dans des régions de résineux, ça peut prendre très, très vite. Donc, attention à ça. Vous allez finir l'atelier, vous allez dire oh, finalement, je ne vais pas faire ce projet, en tout cas pas en forêt, je ne vais pas faire de forest school parce que j'ai trop peur. Non, là, je vous montre vraiment ce qu'un gestionnaire de projet va voir jusqu'au bout. Et après, une fois qu'on a les infos, en fonction de son département, puisque c'est la préfecture qui vous donne toutes ces infos pour les Français, vous allez prendre des décisions. Moi, la décision que j'ai prise, je vous le dis par rapport au feu, c'est que en hiver, on fait du feu. À partir du mois de mars, on arrête de faire du feu. Dès que le terrain, dès qu'il n'a pas plu sur la semaine qui précède, je ne fais pas de feu, même en hiver. Dès qu'il y a du vent, je ne fais pas de feu, parce qu'on est trop près. On est à moins de 200 mètres d'un bois, c'est trop dangereux. Vous allez aménager vos propres décisions. Là encore, il n'y a pas de, je ne donne pas des règles précises. Vous vous arrangez après avec vos instances de décision. Là, c'est que encore une fois, quelques critères. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Je vous invite à aller regarder les liens que j'ai pu mettre sur le site de Ma Petite Forêt et n'hésitez pas à poser les questions que vous avez plus précises dans cette discussion ou, je le répète, sur la page Facebook de l'événement Éduqué par la nature. J'aurai l'occasion cette semaine d'y retourner et d'apporter des précisions selon vos besoins. Est-ce que vous êtes toujours à fond pour trouver le lieu de vos rêves, malgré ces petites questions de prudence? Et maintenant que vous êtes accompagné par, je les rappelle, nos amis l'escargot, l'aigle, renard futé et notre chat différent, est-ce que ce petit accompagnement sur votre lieu vous donne une vision plus globale, d'accord, et en même temps plus pratico-pratique, plus logistique? Il est essentiel que vous ayez les deux pieds sur terre quand vous vous lancez. Ne croyez pas, soyez sûr. Si vous avez des doutes sur quelque chose, vérifiez auprès de votre mairie sur tous les sujets qu'on vient d'aborder. C'est passionnant, carrément, certaines. Après, si vous avez d'autres questions plus particulières sur un lieu, un doute ou autre, n'hésitez pas. C'est intéressant aussi de voir les photos des lieux parce on voit quand même beaucoup mieux où en sont les personnes et les envies. Le dernier élément, il n'est pas sur la fiche que je vous ai affichée ici, mais pour moi, c'est, j'allais dire presque le critère numéro 1, c'est pour ça que je vous le partage. Surtout, vérifiez que vous vous sentez bien sur ce lieu. C'est un lieu où vous allez accompagner des enfants à développer des compétences transversales, des sentiments de connexion à la nature, à l'environnement, un travail émotionnel, un travail sensoriel. Si vous n'êtes pas bien sur ce terrain parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, parce que vous n'êtes pas à l'aise, si vous en êtes sûr que vous ne pouvez pas agir là-dessus et que vous ne pourrez pas vous sentir bien sur ce terrain, peut-être la route passe trop près, ou alors il y a trop de bruit, ou alors il y a des vaches juste à côté et vous n'aimez pas les vaches et puis, je ne sais pas, vous avez peur d'un taureau ou je ne sais quoi, il y a une clôture électrifiée, bref, quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas bien, vous, parce que c'est quand même vous la personne la plus importante du projet, si vous n'êtes pas bien sur ce lieu, vous passez votre tour. Si vous n'êtes pas serein, pas sereine, vous n'amènerez pas les enfants à l'être. Vous êtes quasiment tous des éducatrices, des éducateurs, vous savez à quel point les enfants sont des éponges et à quel point on communique ce qu'on a en nous
aux enfants, même quand on ne le souhaite pas. Donc, attention à ça. Faites-vous plaisir, soyez bien sur votre lieu. Avant-dernière chose que je dois vous dire absolument sur la question du lieu. On a parlé bâti tout à l'heure, très rapidement. Une précaution d'usage va être la suivante. Je m'adresse ici aux personnes résidant sur le territoire français. Sachez que à un moment donné ou à un autre, il est fort probable que vous deviez construire un bâti. Une yourte, un barnum, quel que soit votre bâti en dur ou pas, sachez que vous allez être classé dans ce qu'on appelle un établissement recevant du public de 5e catégorie. 5e catégorie, ça va être les 2 lignes que je vous montre ici, enseignement-formation, centre de vacances, centre de loisirs sans hébergement, qui peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes, crèche, école maternelle, jusqu'à 100 personnes. Donc, on est bien d'accord que vous n'allez pas accueillir plus de 100 personnes, vous. Donc, vous êtes dans cette catégorie-là. Et cette catégorie-là, en fait, elle est moins contrôlée que les autres. Ça veut dire que quand vous allez fréquenter un terrain où il y a un bâtiment qui est déjà là, qui appartient à la mairie, vous allez être tranquille parce que ce bâti, il est déjà aux normes ERP. Si vous souhaitez mettre un bâti ou construire un bâti aux normes ERP, il va vous falloir vous renseigner. Vous tapez sur Internet ERP 5e catégorie et vous verrez que les demandes qui vous sont faites viennent de 2 pôles. Le service incendie qui s'appelle le SDIS, on retrouve toujours la sécurité incendie, et tout ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap. Et ça, c'est pour les Français, la DDT. C'est la préfecture qui s'occupe de tout ça. Les personnes qui ne résident pas sur le territoire français, à mon avis, vous allez certainement avoir affaire à ce genre de choses. Donc, n'oubliez pas non plus dans votre pays de vous rapprocher des personnes qui représentent ces pouvoirs publics. Je répète, même une yourte, à partir de 50 mètres carrés, c'est un bâtiment. Ce n'est pas un habitat léger. Donc, il faut creuser ça de manière très, très poussée. Juste pour savoir qui parmi vous a l'intention de monter un bâtiment, quel qu'il soit, léger, en dur, quel que soit. Dites-moi ce que vous avez l'intention d'avoir et si vous en avez déjà un. Ce qui n'est pas un problème du tout, bien au contraire. Si vous avez déjà un bâti, ça vous fait toujours ça de moins à construire. Je vous laisse partager avec nous la question du terrain et du bâti sur ce terrain. Coralie, vous avez une yourte en plus d'un bâti existant, c'est super. Nous, par exemple, nous avons pour le terrain de l'association, on a un petit bungalow bois de 30 mètres carrés pour lequel on a pu avoir un permis de construire. En revanche, le permis de construire pour la yourte de 50 mètres carrés nous a été refusé. Donc, on n'a pas eu notre yourte. On va retourner à la charge. Des fois, c'est du long terme, comme on dit, progression. La ténacité fait partie de la progression, vous le savez, j'en suis sûre. Pas de question de bâti pour Cécile, ok. Cécile, laissez-moi juste vous poser une petite question. Vous n'avez pas l'intention de devenir accueil collectif de mineurs, ACM? La question est assez importante. 4, c'est en projet une salle pour accueillir max 50 personnes, ok. Ce qui va compter sur le bâti, c'est la superficie des lieux, le nombre de personnes qu'on y contient et surtout le type de structure. Ok Cécile, donc ce n'est pas un ACM. Je vous dis pourquoi, parce qu'à partir du moment où vous accueillez des enfants sous le régime accueil collectif de mineurs, vous regarderez sur ma petite forêt, j'ai fait un article spécifique ACM. ACM, je le mets dans le chat, ACM. Vous êtes obligé d'avoir un bâti. Donc, c'est pour ça. Donc, Cécile, très bien si vous n'avez pas cette obligation. Très bien. Superbe. Dernière chose sur la question du lieu, et c'est la chose à retenir s'il n'y avait qu'une chose à retenir. Une seule chose à retenir, c'est la suivante. Petit suspense.
des végétaux et des animaux habitent le lieu que vous et les enfants, vous allez fréquenter. Jusqu'ici, ce n'est pas du tout une nouvelle pour vous. Ce qui va être important, absolument essentiel ici, c'est de considérer ces habitants comme étant primordiaux, c'est-à-dire comme ayant la priorité sur nos envies du moment. Pourquoi? À partir du moment où on veut faire école dehors, initier les enfants à la découverte de l'environnement, connecter les enfants à la nature, sensibiliser les enfants au vivant, il est évident que sous-jacent à ce projet se tiennent des valeurs de respect de l'environnement, une volonté de venir quelque part aider, donner notre coup de main à notre planète qui est en mauvais état. Et ça passe d'abord et avant tout par ce qu'on a sous le nez. Donc les végétaux et les animaux qui sont avec nous sur le lieu qu'on fréquente. Les animaux et les végétaux qui sont chez eux. Donc de penser les choses en termes de propriété, ça peut aider. Et je vais vous donner un ressenti qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne le disais pas avant, je le dis ce soir. Une personne que j'aime beaucoup, qui est vidéaste nature, qui a publié par exemple ce documentaire Bout de nature. Elle s'appelle Kate Amiguet, elle est suisse. Elle a passé les 20-30 dernières années à encourager les gens à aller au contact de la nature. Et elle me disait récemment, maintenant je regrette presque cet engouement parce que j'ai peur pour la nature. Parce que la nuisance sonore de décibels que nous avons, bien malgré nous, quand nous accompagnons un groupe d'enfants à se promener en forêt, fait déjà un dommage énorme. Les animaux fuient, les animaux sont stressés. Un animal qui est stressé, c'est un animal qui ne se reproduit pas. Et nous, si on n'est pas des experts, évidemment, on n'a pas idée de l'ampleur des dégâts. Il ne s'agit pas seulement d'écraser les fourmis, bien sûr, il faut faire attention. Donc, n'y voyez aucune moralisation ici. Il est évident qu'on va faire des dégâts. Il est évident qu'on en fait. L'un des trucs qui est donné pour préserver, c'est d'essayer de garder des lieux de silence sonore, en particulier si vous êtes en forêt, qui est un lieu d'une très très grande biodiversité. Laissez des lieux où vous allez pouvoir courir. Laissez des lieux où vous allez seulement marcher. Laissez des lieux vierges où vous n'irez jamais. Généralement, on met un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de lieux où on passe, un tiers de lieux où on ne passe pas en ce moment, mais qu'on va faire tourner, un petit peu comme en permaculture, on fait une rotation des cultures, et un tiers de lieux où on ne va jamais. Nous, c'est ce que nous avons fait. Nous avons un sentier pédagogique sur le petit bois, un sentier pédagogique qui est bordé des deux côtés par des endroits où nous n'allons pas, mais qui sont potentiellement zones de découverte. Et le troisième pan du lieu qui est laissé à habitat des animaux et des végétaux complètement. Évidemment, ne jamais cueillir du vivant ou en très petite proportion, ramasser et utiliser les choses mortes, les bâtons morts, tout ce qui traîne sur le sol, tout ça. Faites-vous plaisir, mais ne tuez le minimum de vivants possible. Voilà, c'est assez nouveau pour moi ce sentiment-là, mais il était très important que je vous en parle parce que ne sachant pas les dégâts qu'on peut causer, il y a une prudence à avoir à ce niveau-là. Je compte sur vous, je compte sur les enfants que vous accompagnez, ayons cette sensibilité incarnée, réelle au vivant quand nous fréquentons des espaces dits de nature. Ce sera la considération numéro 1 de notre partie sur le lieu, et c'est avec cela que l'on conclut sur notre question du lieu. Ça va nous amener à parler communication. Que la communication, elle subit toujours une sorte de dévalorisation. On est dans un monde un petit peu d'idéal. Nous sommes des éducateurs, on veut semer les graines, on aimerait bien que le monde soit magnifique, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de méchants, qu'il y ait que des enfants bien élevés,
au sens entre guillemets du terme, c'est-à-dire élevés en plein air, des enfants qui puissent profiter, des enfants non battus, etc., etc., qui ne souffrent pas de leur environnement. Bref, nous sommes des idéalistes. Et dans cette approche d'idéaliste, il y a souvent un très, très gros problème, un problème que nous allons rencontrer aussi dans nos propos du prochain atelier autour de la question du budget. Ce problème-là, c'est la question de l'argent. Nous sommes dans une société, et je parle beaucoup pour la France, mais n'hésitez pas à réagir, hein, ceux qui sont d'autres pays dans la discussion, pour nous dire commencez par chez vous. Mais en France, on a un très, très gros problème avec l'argent et avec l'entrepreneuriat. Et il y a ces tabous qui traînent. Le rapport à l'argent, le rapport à la valorisation de soi. Alors encore plus quand on est, j'allais dire, dans le public, non formé à la question de la gestion d'un budget, pas habitué à présenter des actions, présenter des projets, répondre à des appels. On n'est pas formé, on n'est pas valorisé pour ça. Et pourtant, au-delà du fait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, j'en reparlerai lors du prochain atelier, la communication, c'est pareil. Cassons le syndrome de l'imposteur. Prenons de la crédibilité, prenons confiance en nous-mêmes. J'ai dû passer par des moments terribles au moment où j'ai eu envie d'annoncer que je me lançais à l'école du dehors, où j'ai créé mon premier flyer, où la première fois que j'ai fabriqué ma page Facebook, et le pire, quand j'ai pris la première fois la parole en public à distance. Ces étapes-là, elles se font progressivement, mais je pense qu'il faut parler très rapidement communication. Alors, d'après vous, à quel moment, si on sort de notre syndrome de l'imposteur, je vais vous demander de me dire à quel moment vous pensez qu'il faut que vous, par rapport à votre projet, que vous communiquiez. Dites-moi, par rapport à votre projet, à quel moment vous pensez communiquer sur votre projet. Et dites-moi comment aussi. Dites-moi comment. On va faire d'une pierre deux coups pour essayer de... Le temps file et on a tellement de choses à voir. Je voudrais vous libérer dans les temps, que ça nous prenne peu de temps. Avant le premier atelier, nous dit Coralie, avec le site, la page Facebook et des flyers. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, Coralie, ou que vous projetez de faire? Projet. OK, avant le premier atelier, le site, la page Facebook et des flyers. On a j'allais dire le trio gagnant, c'est ce qu'on va appeler votre écosystème. Alors, on parle d'écosystème en communication. C'est tout simplement ce qui va graviter autour de votre projet. De la même manière que notre écosystème, c'est notre environnement qui est interdépendant. De la même manière, votre projet, il va être lié à des plateformes de communication et des médias de communication qui vont être liés entre eux. Votre site internet, votre page Facebook et des flyers. Cela étant, si vous avez à choisir, commencez par une page Facebook. Hein. Le site peut venir après. Le site peut venir après, même si le site est le cœur de votre écosystème parce qu'il vous appartient. Tandis que Facebook, YouTube, ça peut à n'importe quel moment de la vie, ça pourra fermer. C'est pas à vous. Vos données vont être de toute façon utilisées, mais bon, ça vous le savez déjà. Mais voilà, à un moment donné, c'est bien d'avoir son site à soi. Ça se fermente doucement, on va d'abord chuchoter pour tester les réactions. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup la réaction de Kémir ici, parce que avec ça se fermente doucement, on sent bien le projet qu'imbibe, qui fermente. On va d'abord chuchoter pour tester les réactions. Oui, Laurence, à très bientôt. À très, très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre au prochain atelier. Il y aura la date très bientôt. On va d'abord chuchoter pour tester les réactions. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, avant même la page Facebook, avant le site, avant tout ça, le réseau de connaissances dont parle Anne-Charlotte, le chuchotage ou chuchotement, ça va être d'en parler. Et d'en parler avec une grande liberté. C'est-à-dire ne pas se dire, ouais, je ne vais pas en parler parce que si ça ne se fait pas, les gens ils vont penser de moi ou ma famille. Voilà. Une fois que vous avez identifié les personnes à qui vous pouvez parler librement, donc au moins votre conjoint, votre conjointe, votre famille, vos amis, etc., parlez
de vos projets. Le nombre de membres de la formation d'école dehors qui m'ont raconté que leur projet s'est construit parce qu'il y a une amie d'amis qui a trouvé un lieu, parce qu'il y a une amie d'amis qui leur a donné de super idées, au-delà de la question matérielle ou du lieu, qui leur a fait rencontrer des parents, amis, tout ce genre de choses. La première chose, ça va être ce chuchotage, en parler, le réseau. Le réseau. Avant même, j'allais dire que vous ayez peut-être fait votre budget prévisionnel. Vous pouvez en parler en mode brainstorming dès le début. Et vous êtes déjà dans la communication, même avant d'être sur le flyer. Parce que ce qu'on fait là maintenant, quand on brainstorm ensemble, on est déjà dans la communication puisqu'on parle d'eux. Et ça peut par ricochet ou par effet de boomerang positif vous ramener du monde ultérieurement. Ah, j'ai entendu dire, il y a quelques mois, là, il y a quelqu'un qui ouvrait quelque chose. Alors, mon enfant, il ne pouvait pas parce qu'il avait 2 ans et demi à l'époque, mais maintenant, elle a 3 ans. Est-ce qu'elle peut s'inscrire à votre atelier? Oui, il vient d'arriver à l'école maternelle, j'ai vu que vous faisiez école dehors, etc., etc. À n'importe quel moment, ça peut vous renvoyer du positif d'avoir communiqué sur votre projet. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire que d'en avoir parlé et que finalement le projet soit retardé ou que le projet ne se fasse pas? Ça serait dommage parce qu'on a ce deuil à porter. Si jamais c'est long, si jamais il vous faut rebondir ou peut-être ça ne se fait pas, c'est un deuil. Peut-être. Mais vous n'allez pas vous retrouver dans la rue avec 2000 personnes qui vous jettent des tomates sur la figure. Ça serait un peu douloureux pour l'ego, dans le pire du pire du pire des cas. Mais globalement, ça vous aura aidé à avancer, c'est une certitude. Donc, n'hésitez pas, parlez-en, parlez-en, parlez-en. C'est comme ça que vous dessinez déjà votre projet. Donc, ça sera première strate de la communication. J'aime beaucoup l'idée du chuchotage. Hein, merci beaucoup. Vous voyez comment on apprend à être tous ensemble. L'idée du chuchotage, bien sûr, mais cette communication, elle va se décliner par différentes phases, différents moments, sachant que tout ce que vous avez dit précédemment reste vrai, le flyer, la page Facebook, etc., les incontournables pour qu'on voit que vous existez. Mais la première question, si on va vraiment dans la question de l'argumentation, de la communication au sens propre du terme, la première question que vous allez vous poser, que ce soit maintenant ou, allez, on se dit, vous vous projetez dans 2 mois, qui va être la personne que vous allez devoir convaincre absolument, sans qui votre projet ne peut pas avoir lieu? Allez, c'est parti, je donne un Oscar à celle ou celui, ça y est, déjà un Oscar, les élus disent, prof disent, moi. Alors, c'est très, très bien vu parce que, blague à part, il est exact que vous, les jours où vous n'aurez pas envie, il va falloir vous convaincre d'avancer. Et cette motivation-là, il est vrai que des fois, il va falloir la booster un petit peu. Et pour ça, ma recette clé, ça va être tout simplement, enfin, j'ai d'autres recettes, j'en parle ailleurs, mais là, je vais le restreindre à ça. Si vous ne vous faites pas de plaisir, arrêtez. La première règle d'or pour vous convaincre vous-même et continuer sur le long terme, c'est de garder le plaisir et le sens que ça fait. Si à un moment donné, vous sentez que le projet est beau, ça marche, mais vous n'avez plus de plaisir, vous attendez un petit peu, vous ne partez pas tout de suite, lâchez pas tout de suite. Mais n'hésitez pas à un moment donné, si vous avez envie de partir vers d'autres choses, de déléguer, de tester avec d'autres personnes. Voilà, c'était ma réponse par rapport à se convaincre soi-même. Gardez toujours du plaisir. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Et comme ça, prof, vous pourrez vous convaincre au quotidien. À part ça, nous avons les élus, les parents, le maire de la commune, les parents et les inspecteurs et directeurs d'académie pour mon prochain projet. Alors, globalement, vous avez là tout vu, tout dit sur le type d'interlocuteur. J'aime bien, il n'y a personne qui m'a dit « je dois convaincre mon conjoint ».
ou ma conjointe. Parce qu'alors ça, figurez-vous, on a l'impression, et méfiez-vous peut-être aussi, parce que des fois on a l'impression que les autres autour de nous, bah, évidemment, ils nous soutiennent. Bah non, c'est ma grand-mère, elle me soutient, forcément. Mais sur le long terme, même le moyen terme, assurez-vous que les personnes qui partagent votre vie sont partants avec vous. Parce que vous allez voir que ce type de projet, ça va vous emmener. Ça vous emmène bien au-delà de juste un petit projet de sortie de temps en temps avec des enfants, que ce soit vos élèves, les enfants de la crèche, vos propres enfants. Ça va vous amener sur un chemin de découverte où vous n'avez pas fini de changer, de vous transformer et d'aller vers des choses nouvelles. Et des fois, et là je vous parle d'expérience non pas uniquement que de la mienne, mais de celle, encore une fois, des personnes que j'accompagne, vraiment, on peut aussi tomber des nues des fois quand les personnes disent « Ah, mais je n'avais pas compris du tout ce que c'était ton projet en fait ». C'est ça, on est au cœur de la communication là encore. Communication de couple, communication de groupe, communication familiale, communication avec nos propres enfants. Les enfants qui vous voient faire ça à l'école en tant que prof, et eux, bah, ils sortent pas dans leur école. Comment vous leur expliquez que vous faites classe dehors dans votre école et puis qu'eux, ils n'ont pas? Vous faites ça avec vos enfants, mais pas les enfants de votre voisine. Vous avez tout un tas de communication à rédiger. Je dis rédiger parce que vous allez voir qu'on parle d'écrit tout à l'heure, mais au moins à penser en amont. Donc, qui voulez-vous convaincre? Première question. Bien sûr, il y a les communautés de communes, les mairies, les conseils départementaux quand on veut une petite subvention. Il va y avoir les inspecteurs, les directeurs d'école, la hiérarchie, les collègues parfois, les parents d'élèves. Alors, les parents d'élèves, moi, j'allais dire, c'est un peu comme les collègues, je dirais cibler, cibler, cibler. N'essayez pas de convaincre tout le monde. Voyez qui est personne ressource dans les groupes de parents ou les collègues qui auraient petite curiosité pour vous accompagner. Pourquoi? Parce que les parents, à partir du moment où, autant au début, ils peuvent rechigner un peu, je sais quoi encore cette lubie, mais j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent pour l'équipement, comment ça va se passer, etc. Les parents, quand ils vont voir les enfants revenir, les yeux brillants, non pas de fièvre, mais d'enthousiasme, la majorité des parents vont être convaincus du bien fondé de votre démarche. En revanche, convaincre des parents à vous accompagner, c'est vous qui devez faire attention à ce que les parents qui vous accompagnent, on parlait tout à l'heure de sécurité et de pédagogie, c'est vous qui allez devoir argumenter pour les former plutôt. Voilà, donc ciblez, n'essayez pas de convaincre tout le monde. Il y aura toujours des gens qui trouveront que votre projet, il est nul. Il y a toujours des gens qui vont avoir 1000 choses à dire sur votre projet. C'est sûr. Il y aura toujours des gens ou des collègues ou une hiérarchie qui va vous dire « mais moi, j'aurais pas fait comme ça ». D'accord? Prenez, écoutez, tant que c'est bienveillant, tant que c'est des conseils, prenez. Mais à un moment donné, c'est vous qui décidez. Et votre argumentation, je vous dis ça, c'est vraiment un lien avec votre argumentation. La première chose, c'est l'argumentation par l'exemple. C'est l'argumentation par l'action. C'est pour ça que j'ai mis en numéro 1 en grand qui s'affiche devant vos yeux, l'action. Faites et ensuite, voyez les réactions des gens. Donc d'abord, commencez tout petit. Alors je sais bien que avant même de pouvoir sortir, certains enseignants vont devoir avoir l'accord de la hiérarchie. Alors pour les sorties de proximité, généralement, il n'y a pas trop de problème, mais si vous voulez faire ça régulièrement, vous allez avoir à convaincre. Alors je vais m'arrêter quelques minutes sur un document exemple pour les enseignants, mais ça pourra vous aider aussi les autres personnes parce que c'est un document qui est destiné à la direction d'équipe, à la direction de structure, pardon, mais qui contient de très bons arguments. Avant de vous montrer ça, n'oubliez pas de constituer une base d'arguments, d'informations qui va monter votre crédibilité. Sur Ma Petite Forêt, sur la chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos qui vont dans ce sens-là. Vous tapez communication ou arguments, vous verrez, j'ai fait des vidéos qui vous montrent des étapes détaillées pour aller collecter de l'info, donner des bases scientifiques à votre discours, ça va crédibiliser votre discours. Et bien sûr, vous allez préparer votre entretien.
Le document que je voulais vous montrer, c'est la première fois que je le montre et je veux vraiment remercier la personne qui me l'a accordé, sachant que j'allais vous le montrer comme exemple. Elle s'appelle Julie et un très grand merci à elle. Elle a énormément travaillé pour son projet d'école dehors avec sa hiérarchie et des collègues. Voici le document qu'elle a adressé il y a 15 jours en entretien avec sa direction. Regardez comment il est structuré, ce document. Alors évidemment, on ne va pas le lire dans le détail parce que vous avez chacun des contextes différents. Elle présente son contexte, 3 heures, 4 heures, 45 minutes de trajet dehors en classe. Ensuite, une fois qu'elle a posé son objectif, tout de suite, elle vient colmater avec les arguments. Les bienfaits pour les élèves sont paf, 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 paf. Avec des petits bullet points, renouer avec son corps, apprendre mieux avec le mouvement, mieux comprendre ce qu'on apprend, concentration, motivation, meilleure santé, bien-être intérieur. Ensuite, elle se focalise sur les attentes scolaires puisqu'elle sait très bien qu'elle est dans son contexte scolaire. Donc, les attentes de la direction vont être de nature scolaire. C'est quelque chose qu'on développera la prochaine fois, mais elle va lier le programme de littérature française, puisque c'est sa matière, au bienfait de l'école dehors. Elle va montrer comment elle va le travailler dehors. Je vous laisse quelques secondes d'aperçu de comment elle va faire ce programme en le liant. Elle annonce qu'elle va le lier avec les éléments de nature et comment ces éléments vont aider à travailler le programme de littérature de français. Et derrière tout ça, non seulement la littérature, mais la langue, le travail de l'oral, le travail du corps dans l'oralisation, la mémorisation, les compétences transversales, échange, communication, collaboration. Et c'est pas fini. Donc, vous voyez, elle argumente très clairement et elle a pas juste envoyé ça à sa directrice, elle a sollicité un entretien. Et autant vous dire le résultat, mais d'abord, je vous laisse voir la fin, puisque elle continue son argumentation en montrant qu'elle se forme, donc elle mentionne qu'elle suit la formation en ligne à mes côtés et aux côtés de nombreuses autres personnes. Elle est accompagnée dans ce projet au quotidien. Elle a également suivi une autre formation sur le programme de 6e pour approfondir. Elle s'appuie sur des recherches scientifiques. Et elle termine en montrant à quel point son projet est holistique. Donc, il va concerner non pas seulement la classe de français, mais derrière ça, il y a l'argument de base qui est que ce projet va servir non seulement à sa classe, mais à toute l'école. Et pour avoir discuté avec bon nombre de directeurs, directrices d'écoles qui se sont lancés eux-mêmes avec les enseignants, donc c'est une belle dynamique, les directrices m'ont dit, on nous amène des enfants maintenant, parce qu'on est les seuls dans notre région à faire école dehors. Donc là, en fait, Julie est en train d'amener un argument auprès de la direction qui est de dire, mais ça va être bien pour les enfants de manière transversale. Et là encore, elle a un boulevard en termes scientifiques, parce qu'on a pas mal de choses en termes de recherche là-dessus. Donc, faites ça. Le résultat a été immédiatement positif. La directrice a donné son aval alors qu'il fallait retravailler des créneaux. Il fallait retravailler des créneaux de cours. C'est pas facile du tout pour des maquettes de programmes en début de collège ou en école. Et ça a été fait. Donc, si elle y est arrivée, vous pouvez le faire également. La dernière dimension que je voudrais communiquer aujourd'hui auprès de vous sur ce thème, c'est la maîtrise de votre entretien. Alors, j'avais prévu de vous en dire davantage, mais je vais aller très, très vite parce que je vous avais prévenu que c'était intensif. Je vais aller vite pour ne pas vous retarder, pour qu'on ait d'autres choses à se dire la prochaine fois. Maîtrisez votre entretien. Ça veut dire quoi? Voici juste 4 petites choses qui fonctionnent. C'est pas toujours facile, surtout quand on sent que la personne nous est opposée. Mais ressentez de la bienveillance pour votre interlocuteur. Mettez-vous à sa place. Quels intérêts il a?
quelle priorité elle a, quelle est sa personnalité. Alors, je ne vous dis pas de faire des détectives privés avant et de pister, de suivre en secret la personne que vous allez rencontrer, de vous déguiser pour suivre le maire de votre commune pour découvrir qui il est. N'allez pas jusqu'à ces extrêmes, quoique ça peut servir, mais écoutez la personne. Si c'est un maire de village, ses intérêts, ils vont être politiques, ils vont être vis-à-vis de ses administrés. Si, pour que les enfants de ses administrés soient en bonne santé, si ça peut amener la revalorisation d'un petit parc dans la ville, ça peut l'intéresser parce que c'est ses intérêts et priorités. Si c'est un monsieur qui a des enfants, vous pouvez jouer là-dessus en disant, bah oui, en tant que père de famille, je pense que vous appréciez. Vous voyez, ce genre de discours. Si c'est quelqu'un qui est assez emporté, qui est très exubérant en termes de personnalité, ben vous allez adapter votre discours, vous allez être très souriant, vous allez pouvoir lui proposer des choses, faire des petites blagues, vous voyez, vous allez vous mettre sur le même registre que cette personne. Parlez-lui de lui ou d'elle. Ne dites pas moi je, nous allons faire ça, mais allez sur le vous. Parlez-lui de lui. Votre directrice d'école, dites-lui, depuis que vous êtes arrivé, vous avez mis en place beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est moteur et ça m'a permis de penser à l'école du dehors. De la communication à la manipulation, il n'y a qu'un pas. J'espère que vous avez lu Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Bien évidemment, il faut être vous-même et il faut être à l'aise. Il n'empêche que, de toute façon, ces règles-là, elles sont tout à fait pertinentes dans n'importe quelle communication. Si vous n'êtes pas bienveillant, que vous n'avez rien à faire des intérêts de la personne en face et que vous parlez que de vous, qu'il s'agisse d'école du dehors ou d'autre chose, ça ne va pas fonctionner, on est bien d'accord. Donc, c'est juste des règles de base d'une bonne communication. Et la dernière, elle est pas mal. C'est un petit truc qui fonctionne assez bien. Les gens ont du mal à dire non. Même les gens très méchants, très, très méchants, au bout d'un moment, ils finissent par dire oui. Donc, ce qui est pas mal, c'est venez avec plusieurs demandes. Ça montre que vous avez un peu brainstormé en amont. Venez avec plusieurs, pas projets, mais au sein d'un même projet, vous pouvez, oui, ça peut être les mardis ou ça peut être les mercredis ou les jeudis. Ça peut être dans ce petit bois près de la mairie ou alors ça peut être à côté de l'étang. Venez toujours avec plusieurs demandes parce qu'à un moment donné, il finira par dire oui à quelque chose. Si c'est un petit quelque chose, c'est pas rien. Vous reviendrez plus tard pour la suite, mais c'est un bon début. Souvenez-vous, progression, progression, progression. Et dernière chose, évidemment, mais je pense que je ne vais pas insister là-dessus, vous savez, maîtriser les réseaux, c'est évidemment, là c'est des exemples de pionniers et pionnières de la classe dehors et d'ateliers de la formation de l'école du dehors. C'est des choses qui vont vous ressembler, qui vont avoir un impact positif à la lecture, qui vont donner envie. Regardez les affiches qui vous plaisent le plus, les visuels qui vous plaisent le plus, et allez dans ces tons-là. Moi, j'utilise Canva, même en version non payante, c'est pas mal du tout. Si d'autres ont des idées sur d'autres plateformes, n'hésitez pas. Je fais tout à partir de Canva et j'essaye de garder une charte graphique qui rappelle, vous voyez, ma petite forêt, on est sur du orange et du vert et ça fonctionne assez bien, ça marque assez bien au niveau de la visibilité. Faites des choses jolies et qui vous plaisent. Je terminerai sur cette question de communication, ce sujet fondamental de la diffusion de vos ressources. Alors, pour en revenir, avant de vous dire ce qu'on verra la prochaine fois, pour en revenir et finaliser sur la question de la communication, si vous devez noter juste un petit récapitulatif, communiquez dès maintenant. N'attendez pas d'être à la veille d'ouvrir votre école. Communiquez en même temps que vous allez faire votre première étude de marché. On en parlera avec la question du budget, mais vous allez sonder les gens, que ce soit avec un formulaire ou en porte-à-porte ou à la boulangerie du coin, vous allez les sonder. C'est de la communication. Une étude de marché, c'est de la communication. Vous allez communiquer avec votre action.
vous agirez d'abord, les gens vont en entendre parler, faites confiance aux rumeurs, faites confiance aux gens qui parlent, aux bouches à oreille, ça va circuler, ça va se communiquer pour vous. Argumentez sincèrement, efficacement auprès des personnes que vous avez besoin de convaincre, ne vous épuisez pas avec les autres, n'essayez pas de convaincre les gens dont l'impact qui n'ont pas d'impact sur votre projet. Vous vous embêtez pas à parler au monde entier. Ciblez les gens pour qui c'est important, dont vous avez besoin. Lors de vos communications, soyez bienveillants, mettez-vous à leur place, parlez-vous d'eux et ayez plusieurs choses à demander. Et enfin, communiquez sur les réseaux. Voilà pour la communication, il y aurait des milliers de choses à dire là-dessus et sur beaucoup d'autres choses encore, ce que j'ai choisi de partager encore avec vous la prochaine fois parce que voilà, ça va faire déjà 2 heures qu'on est ensemble, le temps a passé à toute vitesse pour moi, j'espère pour vous aussi, j'espère que vous avez appris des choses, en tout cas ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir, les courageux du vendredi soir, c'est comme ça que je vais vous appeler à partir de maintenant, les courageux pionniers du vendredi soir. Ce que j'ai choisi de partager encore avec vous à partir du prochain atelier, dans le prochain atelier, ça va être tout ce qui sous-tend la dynamique pédagogique, pourquoi pas lié au programme scolaire, entre autres. Ça va être la question du budget et avec ça, on va clôturer la dimension projet et également, plus rapidement et pour clôturer la série des 3 ateliers, ça va être sympa, ça va être rythmé, ça va être dynamique. Je vous parlerai des 5 erreurs de débutantes à éviter de commettre, des 20 activités préférées des enfants et des adultes pour commencer, parce qu'il y a besoin de 0 investissement, pas de matériel et peu de préparation. Les 3 ingrédients indispensables pour réussir votre classe dehors, votre accueil de loisirs en nature, et je n'en dis pas plus. Et les 3 étapes pour commencer demain. Tout ça, je vous propose de vous retrouver mardi prochain, mardi 22 mars prochain, toujours à 19 h, toujours en ligne et toujours gratuitement, pour clôturer notre série d'ateliers École dehors. Ce sera le numéro 3 et le dernier. Vous avez la date en avant-première. Qu'est-ce qu'on ne refuse pas, hein? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour les courageux du vendredi soir? J'espère vous retrouver très nombreux et nombreuses pour cet atelier de mardi 22 mars prochain. Si ce n'est pas possible pour vous, mais essayez vraiment d'être là parce qu'il y a une surprise à la clé et vous êtes les premiers avertis. Il y a une surprise pour vous à la fin de cet atelier pour vous remercier d'avoir suivi cette série avec moi. Pour être les courageux du vendredi soir, il y aura quelque chose de surprenant pour vous à la fin de cet atelier-là. Donc, essayez d'être là. Sinon, un replay aura lieu, bien évidemment. D'ici là, je réponds encore et toujours à vos questions dans l'onglet « Discussion » de la page Facebook de cet atelier. Si des questions vous viennent, posez-les à cet endroit-là. Je reçois des dizaines et des dizaines de questions par mail. Je n'ai pas le temps de tout traiter. Je suis réactive sur Facebook. N'hésitez pas à poser votre question dans l'onglet de cet atelier. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore bravo pour votre projet, pour votre présence, pour ce que vous faites pour les enfants. À mardi, 19 h. Excellent week-end à vous et à très bientôt pour la suite et la fin de nos ateliers École dehors.